Alors, bah oui, en effet, je vais me présenter. Vous voyez qu'il y a deux logos sur le. Enfin, il y en a trois, mais il y en a un que vous connaissez. Il y en a deux autres, Lidri et Aska, que vous ne connaissez pas. Donc, on commence par Aska. C'est le bureau d'études dans lequel je travaille depuis 30 ans maintenant. J'ai eu l'occasion de pas mal travailler en Bretagne, donc j'ai un petit peu une idée des problématiques. Et on intervient à Aska beaucoup sur des dossiers qui sont locaux. Donc, par exemple, en Bretagne, on a accompagné l'élaboration du sage du Blavet il y a déjà quelques années. Et il y a une chose dont on est absolument convaincu, c'est que on travaille beaucoup sur la gestion des milieux, des rivières, de la biodiversité, des paysages, etc. Et c'est que les actions qui doivent être conduites dans ces domaines, eh bien, doivent partir du local et ne se gèrent que correctement qu'au niveau local. Mais moi, j'ai une formation d'ingénieur agronome avec une couche d'économie agraire. Et ce qu'on voit, et je pense que ça vous le voyez tout de suite, même dans la petite introduction qui a été faite par Jean, c'est le fait que ces problématiques locales, très très vite, elles se trouvent happées par des considérants qui sont globaux. C'est-à-dire que je suis sûr que vous le vivez. Dès qu'on va intervenir sur une moindre intensification en Bretagne, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, il faut bien nourrir le monde. Et donc, c'est la rivière locale contre le monde. Alors, évidemment, c'est un petit peu dur de lutter contre ça. Et dans mon parcours, je me suis rendu compte qu'il y avait besoin d'avoir un argumentaire qui essaye d'articuler justement ces enjeux locaux et des enjeux globaux. Alors cet après-midi, je ne vais pas avoir assez de temps, je vais surtout parler du global, mais ayez bien en tête que en toile de fond, là, vous a demandé de fermer les yeux pour voir une rivière. Et ben moi, derrière mon modèle, même si c'est des choses qui sont modélisées à l'échelle de l'Europe, moi, c'est pas la Bretagne, c'était la Seine-et-Marne quand j'étais gamin où je pouvais aller chercher du lait et il y avait de l'herbe à côté des rivières. Ben, c'est ça qui me motive, on va dire. Voilà, un scénario impossible et inévitable. Ben voilà, pour moi, c'est un petit peu l'attention qu'on a, c'est-à-dire que ce que je vais vous présenter est clairement perçu, et c'est à juste titre, je le revendique comme une utopie à ce stade. Mais quand on la compare à ce qu'on peut appeler dans notre jargon un scénario tendanciel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on n'a pas cette utopie, eh bien, je suis convaincu qu'on va dans le mur. Et donc, l'enjeu, c'est de gérer, de passer entre les portes. On est dans un slalom assez serré, mais c'est notre boulot d'être d'éveil et de proposer des visions alternatives. Donc, ah oui, pardon, l'IDRI, oui, bien sûr, merci beaucoup. Donc, l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, qui est une fondation qui est rattachée à Sciences Po et qui intervient plus. Alors, à ce cas, on a un bureau d'études et de recherche indépendant. Comment dire, on est nos propres actionnaires à part égale. C'est très, on revendique notre autonomie financière, intellectuelle, ce qui nous permet d'avoir un positionnement assez engagé. L'IDRI est une fondation de Sciences Po, donc qui a comme gros avantage d'avoir une visibilité institutionnelle, de travailler donc beaucoup plus avec les ministères, la Commission européenne, etc. Et entre Pierre-Marie Aubert et moi-même, Pierre-Marie Aubert, donc, qui est le co-auteur de l'étude que je vais vous présenter, eh bien, on est sur une espèce de tandem où lui représente la partie un peu courbe de la gestion institutionnelle et des relations publiques, et moi, j'appartiens le côté un peu plus hard de la force de rappel. On est aussi dans cette forme de slalom. Alors, est-ce que vers le bas, ça marche. Donc, d'où je parle? Eh bien, je parle depuis la publication de ce scénario, donc TIFA, 10 Years for Agroecology, qui est du mauvais anglais, parce qu'il y a quelque chose qui a été évoqué aussi, c'est la PAC. On est convaincu que s'il faut changer l'agriculture, ça ne peut pas se faire uniquement au niveau régional. Il faut que ça se fasse dans un cadre qui est plus global et qui est celui de l'Europe. Donc, là, il faut parler anglais. Pour avoir des financements européens qui coûtent une blinde en matière d'investissement administratif, mais aussi pour avoir des arguments. Donc, c'est cette étude qui a essayé de poser la question de quels sont les changements en matière d'évolution de l'agriculture vers une agroécologie et vers un régime alimentaire qui soit en accord avec cette agroécologie à l'échelle européenne, pour avoir des arguments à ce niveau-là. Parce qu'à chaque fois, moi, ça fait 30 ans que je bosse sur la question,
Et à chaque fois, ce qu'on voit, c'est qu'on a des expériences locales qui sont super sympas. On va voir tel bassin versant à développer. Wow, on a atteint 10% de la surface en bio, mais il faudrait peut-être pas aller beaucoup plus loin parce que sinon, on risque d'affamer le monde quand même. Donc, la question d'un monter en échelle à chaque fois se pose. Et donc, il fallait pouvoir apporter des éléments de réponse à ce niveau-là. Donc, cette modélisation à ce niveau-là, qui pose une question, et vous allez voir pourquoi on pose cette question. Si on adopte une agriculture qui n'utilise plus de pesticides et plus d'engrais de synthèse, effectivement, ça pose des problèmes de production. C'est clair, il y a des problèmes. Ça change les modes de production. Est-ce que ça passe, entre guillemets? Et c'est une vraie question. Donc, on a essayé d'aborder avec aussi un exercice de modélisation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, ce qu'on appelle les flux de biomasse. Donc, il y a de l'azote qui rentre par la fixation symbiotique des plantes. Cet azote, il va dans des plantes, il est mangé par les animaux, ces animaux, etc. Donc, vous imaginez le type de modélisation qu'on peut faire. Donc, cette étude en 2018 qui a été fondatrice, si ça vous intéresse, vous pouvez la télécharger sur le site de l'INRI. C'est la publication la plus téléchargée ever sur le site de l'INRI, donc une grande fierté. Et puis, suite à ça, le livre dont Jean vous parlait, qui est publié chez Actes Sud et qui reprend les résultats de cette modélisation et qui nous a permis d'ailleurs de pousser des choses qu'on n'a pas publiées sur un plan scientifique, mais qui, à mon avis, s'inspire de démarches scientifiques autour des enjeux socio-économiques et politiques. Alors, pourquoi on a fait ça? Parce que il nous semble que, on s'inscrit dans un, je vous ai dit, je ne sais pas si je le dis, c'est un scénario à 2050. Donc, on imagine quelque chose dans 30 ans. 30 ans, c'est une génération. J'anticipe un peu sur un point sur lequel je vais revenir à la conclusion. 30 ans, c'est ce qui sépare, par exemple, 1950 de 1980. Je pense que vous m'avez suivi en matière. Et donc, si vous essayez d'imaginer ce qui s'est passé. Alors, en Bretagne, c'est particulièrement spectaculaire. Sur ces 30 ans, c'est juste délirant. C'est-à-dire qu'on est passé d'une période où il n'y avait pratiquement pas de frigo dans les maisons, très peu de tracteurs, pas de supermarché, etc. 30 ans après, on a tout. On a tout. Ça s'est passé extrêmement vite. Donc, l'idée un petit peu sous-jacente, c'est de dire, en 30 ans, on peut faire des révolutions qui sont absolument majeures. Et le 10 years for agroecology, donc les 10 ans pour l'agroécologie, c'est pas de dire en 10 ans on peut faire cette révolution, parce que ça c'est quand même un peu, une boîte de vitesse va quand même péter, parce que là c'est littéralement passer de la marche arrière à la cinquième d'un seul coup, péter votre boîte de vitesse, mais c'est de dire en 10 ans on peut mettre en place un cadre conceptuel et politique qui permette d'envisager que dans 30 ans on ait ce projet. Donc il y a ce côté à double détente qui nous semble très important par rapport aux négociations qu'on peut avoir sur le terrain. Effectivement, si on annonce dès le lendemain, dans une semaine, c'est le grand soir, c'est quelque chose qui, quand même, on peut le dire entre nous, mais c'est pas si facile que ça à gérer quand on passe des acteurs, parce que les problèmes d'emploi sont... Oui. Il fait tout seul, d'accord. Donc, TIFA s'inscrit dans un exercice de production de scénarios qui sont sur le marché, et des scénarios qui sont à la fois qui peuvent paraître complètement planants, mais qui sont effectifs parce qu'ils cadrent une manière de penser l'avenir, ils cadrent une manière de poser les enjeux sur l'avenir, et ça a des conséquences très claires sur des choix de politique publique aujourd'hui en matière d'orientation. Et beaucoup de ces scénarios, en fait, sont centrés sur le climat et font complètement l'impasse sur la biodiversité. Et donc, nous, on s'est dit, ça, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on pose en alternative un scénario qui prenne en compte ces enjeux de biodiversité. Alors, pour illustrer ça, voilà une prospective récente, prospective du système alimentaire et de son empreinte énergétique et carbone. Il y a quelques noms dans les signataires qui vous diront peut-être quelque chose. 5 visions d'alimentation vers la neutralité carbone en 2050. Alors, quand vous annoncez la neutralité carbone, là, il faut juste se taire. Il faut s'agenouiller et dire je n'ai rien à dire face à ça. Alors, j'en profite pour dire, je vais parler beaucoup de biodiversité, je ne voudrais pas rater cette idée. En fait, je pense que vous le voyez en tant qu'association, tout le monde parle du déclin de la biodiversité et tout le monde parle du changement climatique. La différence de nature qu'il y a entre les deux, c'est que la restauration et la conservation de la biodiversité, c'est une somme
d'actions locales extrêmement ponctuelles. C'est telle zone humide, c'est telle prairie, c'est tel système de production, c'est telle filière locale, etc. Et face à ça, on arrive avec le changement climatique, avec un grand C qui est le grand truc, et dans lequel on va pouvoir toujours justifier de sacrifier un enjeu local face à un gros enjeu global qui est effectivement très sérieux. Je ne dis pas le contraire, je ne suis pas un climato-sceptique. Je dis juste que, à force de toujours plier, et là on le voit sur la loi sur les transitions énergétiques, sur l'accélération de la transition énergétique, si on n'arrête pas de céder localement sur des facteurs qui sont autres, eh bien, on va perdre sur la biodiversité. Donc, il y a une différence de nature dans la prise en compte des enjeux que je vois. Alors, prospective du système alimentaire, l'occurrence du mot carbone, 182 fois en 96 pages, bon, c'est normal, c'est un des objets de la publication. Alors, un petit test. Combien de fois le mot biodiversité va apparaître dans cette publication qui est quand même censée apporter quelque chose d'important pour l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation? Alors, le petit test. 10, 3, 20. Une fois. Bon, donc il y a quand même un petit problème, conceptuel. Alors ce problème, par exemple, conceptuel, vous l'avez peut-être vu ce genre de publication. Voilà, là, point de fait, c'est de l'anglais, mais ce que ça dit, c'est que si vous voulez sauver la planète pour le climat, il ne faut surtout pas manger en agriculture biologique. Alors pourquoi? Parce que l'agriculture biologique ayant des rendements plus faibles, si vous mangez la même chose, alors ça c'est faux, voilà, c'est un petit quelque chose. Si vous continuez à manger la même chose, il n'y aura pas assez de place pour nourrir tout le monde avec des rendements plus faibles. Wow, ça mérite quand même une application, mais vous en avez des tonnes. Et en fait, je dis ça, c'est que ça cadre, c'est des idées qui finissent par passer dans une forme d'habitude de penser. Et si on est sur des scénarios qui sont uniquement centrés sur un objectif carbone, le problème que je vois dans ces scénarios, c'est que la plupart reposent sur des objectifs de rendement élevés ou de production accrue. Et là, les impacts sur ces modes de production sont allègrement passés sous silence. Ils font, alors j'y reviendrai, de la forte réduction du nombre de ruminants une priorité absolue et remplace les prairies par des forêts. Alors il y a un terme que vous pourrez traquer dans ces publications, c'est il faut libérer les prairies. Là, c'est quelque chose de très très important, c'est la libération des prairies. Alors de quoi? Pourquoi? Mais c'est un terme, pareil, une habitude de penser qu'on. Et le troisième point, c'est il faut libérer ces prairies en fait pour avoir une gestion intensive de la biomasse à des fins énergétiques. Bon, pourquoi pas, sauf que le problème, c'est que le gros point aveugle de ça, c'est la biodiversité. La biodiversité des paysages et la biodiversité des sols. Et pour se convaincre, pas pour se convaincre, mais pour comprendre la nature du problème, je ne sais pas si vous arrivez à voir bien du fond avec le soleil, ce graphe parle de ce qu'on appelle les limites planétaires. C'est-à-dire quels sont les thèmes sur lesquels on identifie d'un point de vue écologique qu'il y a les enjeux les plus forts. Et les enjeux les plus forts qui sont identifiés, ils sont de deux types. C'est la biodiversité et ce qu'on appelle les flux biogéochimiques, c'est-à-dire l'ouverture des cycles de l'azote et du phosphore. Là, je pense que s'il y a une région où ce n'est pas la peine d'en rajouter sur ce point-là, c'est bon. Donc, et sur ce graphique, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, il y a des petits points noirs qui représentent en fait la contribution de l'agriculture à ces enjeux. Donc, alors c'est au niveau mondial, ça vaut ce que ça vaut, hein, attention évidemment, mais ça donne quand même des. Et ce qu'on voit, c'est que à la fois sur la biodiversité et sur les cycles biogéochimiques, en fait, l'agriculture est principale contributrice. Et si on prend ces deux thèmes en particulier, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire que l'agriculture peut être le pire sur ces deux thèmes, ou peut être, au contraire, une solution si on prend une bonne solution. Il y a des formes d'agriculture, et aujourd'hui majoritairement, qui défoncent la biodiversité, mais vous avez aussi, et vous le savez, pour gérer certaines zones humides et certaines de la biodiversité des milieux ouverts, on a besoin de certains types de systèmes agricoles. Et pareil pour les flux biogéochimiques, ça peut être un moyen soit de boucler les cycles, soit de les ouvrir. Donc, ce qui compte, ce qui est au cœur, c'est les formes d'agriculture par rapport à ces détails. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce graphique. Donc, vous avez le Covid, la récession économique, le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité.
Et je pense que beaucoup d'entre vous font la même chose que moi, à savoir de s'intéresser aux évolutions en matière d'écologie. Vous avez tous entendu parler de la sixième extinction des espèces, avec des chiffres qui sont... Oui, oui, pardon, voilà, excusez-moi. Avec des chiffres qui sont complètement alarmants, quoi, enfin, qui sont déprimants. Et donc, l'idée, c'est de dire si cette biodiversité s'effondre effectivement, eh ben, on va avoir des problèmes à côté duquel le changement climatique sera en fait de deuxième ordre. Et beaucoup d'écologues disent bien que aujourd'hui, ce qui est en train de se passer sur le changement climatique est un facteur supplémentaire sur l'érosion de la biodiversité, mais toutes les causes d'érosion de la biodiversité sont aussi bien connues sur les changements d'occupation des sols, sur les pesticides, etc. Donc, je ne sais pas si là, c'est vraiment d'actualité. C'était, je crois, il y a 2 ou 3 jours, ce titre de Libération. Si les insectes disparaissent, nous disparaissons. Donc, l'idée, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, il faut absolument trouver quelque chose de gagnant entre le climat et la biodiversité. Et si j'insiste un petit peu là-dessus, c'est que ce que je constate, et je pense que vous constatez avec la méthanisation aujourd'hui en Bretagne, c'est qu'il y a des solutions qui sont proposées au nom du climat et qui sont perdantes pour la biodiversité. Donc il faut absolument changer de paradigme et avoir une approche qui soit intégratrice des deux ordres. Donc, je vais vous parler de biodiversité. Alors, la biodiversité, vous l'avez tous entendu, c'est très, très compliqué. On n'a pas d'indicateur, c'est vrai, parce que ce qui relève, enfin, la zone humide, la prairie, des Alpes, etc., chaque fois, c'est des problématiques qui sont un petit peu différentes. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a une focale qui permet de comprendre ces enjeux de gestion de la biodiversité et d'avenir de la biodiversité. Alors, la première idée, elle est de dire tout simplement l'avenir de la biodiversité à l'échelle d'un paysage que vous avez en haut, je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, hein, bon, qui serait le paysage breton d'une rivière bretonne il y a encore une quarantaine d'années, on va dire. Eh bien, quand on regarde la diversité qu'il y a de ces habitats, des habitats dans ce paysage, elle est associée à une diversité d'espèces. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut une chaîne trophique entre une communauté de plantes, d'insectes, d'oiseaux, de mammifères, etc., et qui a évidemment des relations fonctionnelles entre toutes ces espèces. Et donc, il y a une base, en fait, il y a une matrice de la biodiversité qui est très importante, et le titre de l'IB est très intéressant pour ça, parce qu'il parle des insectes. Et donc, c'est vrai que les insectes, c'est quand même une très bonne charnière entre ce qui se passe au niveau micro et à l'échelle des paysages. Alors, ça, c'est ce qu'on voit à l'échelle, encore une fois, avec cette focale paysagère. Ce matin, j'ai juste entendu quelqu'un qui disait les sols, c'est super important. Et en fait, il y a la même chose qui se passe au niveau des sols. C'est-à-dire que si vous dézoomiez, si on, au contraire, on prenait un microscope, on arriverait à des relations trophiques qui sont exactement de même nature, avec des flux entre les champignons, les bactéries, etc., qui se passent. Alors, pour faire le lien aussi avec la PAC d'une certaine manière, c'est encore un petit topo d'écologie, parce que STIFA, c'est un scénario agroécologique, et donc il faut parler d'écologie. Donc, voilà une figure que je trouve assez riche, qui prend en compte 2 choses. Un, la diversité des espèces qu'il peut y avoir dans un paysage agricole, en distinguant des espèces qui sont très mobiles. Bon, là, on prend le rapace. Donc, son aire, ça va être le kilomètre ou les dizaines de kilomètres. Et puis, des espèces qui sont très peu mobiles, qui sont les micro-organismes du sol et qui vivent dans quelques centimètres carrés tout au long de leur vie, qui va durer quelques semaines, quelques mois ou quelques années au grand maximum. Et puis, les facteurs qui expliquent la présence ou l'absence de ces types d'espèces, dans cette synthèse un peu conceptuelle, c'est deux grands types de facteurs. C'est la forme du paysage. Donc, on revient au schéma d'avant. Est-ce qu'il est simple ou est-ce qu'il est complexe? Est-ce qu'on n'a qu'un seul usage du sol ou est-ce qu'on a des formes de paysage avec des haies, etc., une diversité? Et puis, l'intensité des pratiques. Est-ce que je suis intensif ou extensif? Est-ce que j'apporte de l'azote, des pesticides ou pas? Donc, j'espère que vous arrivez bien à avoir du fond, c'est ces 4 grands types de paysages et de pratiques agricoles. Donc voilà une monoculture absolument épouvantable. Voilà, on va être dans la Beauce, dans lequel on va avoir mis quelques haies. Si je parle de la PAC, c'est que la PAC,
en fait, elle essaye de maintenir ces surfaces d'intérêt écologique comme un minimum requis pour avoir des aides. Et puis en haut, vous avez des systèmes de production, alors de paysages simples. Bon, c'est des prairies, mais enfin, si elles sont extensibles, vous savez très bien comme moi que, pareil, si vous mettez à quatre pattes, ce sera tout sauf simple parce que vous allez avoir une grande diversité de formes de végétation. Et puis un modèle, un système de polyculture élevage. Donc, si je reprends mes espèces, la buse, dans quel type de paysage va-t-elle pouvoir survivre? Alors, là, vous m'avez pas gâté, là, avec un quand même. Donc, dans ce type de paysage, là, il n'y a vraiment rien à bouffer. Donc, là, vous n'allez rien à voir. Par contre, elle va pas trop mal. Elle va réussir à tirer son épingle du jeu de ce type de paysage. Et puis, elle va être très heureuse aussi dans ces paysages extensifs. Par contre, si je suis le micro-organisme du sol, alors, ce qui va se passer là au niveau de cette haie, je vais être très content si je suis sur la haie. Si je suis à 10 mètres de la haie, j'en ai rien à faire. Ça va, je vais quand même crever parce que je vais reprendre ma dose de pesticides, etc. Et donc, pour ces micro-organismes-là, ce qui compte, c'est l'intensité des pratiques. Et donc, ce qu'on met comme azote, comme phosphore et comme pesticides. L'INRA a sorti une grande étude qui nous explique que les pesticides, c'est mauvais pour la biodiversité. Je suis très content qu'il y ait quand même cette avancée scientifique énorme en 2022. Mais maintenant, on est rassuré, je peux vous le dire, sans être taxé. Alors, ce que ça dit, cette analyse qui est, à mon avis, à la fois très simple, mais vraiment fondamentale, c'est que si on veut prendre en compte les enjeux de biodiversité, si on veut prendre en compte de manière sérieuse ce titre de si les insectes disparaissent, nous disparaissons, ben, il faut prendre en compte ce qui se passe au niveau des insectes et il faut prendre en compte donc de manière centrale l'intensité de l'agriculture. Si je dis ça, c'est que je pense que devant un public comme vous, j'enfonce les portes ouvertes. Quand on regarde le cadrage conceptuel qui est fait dans beaucoup de politiques publiques, en fait, on tourne autour de ça. On essaye d'éviter cette question-là, et je vous parlais de la politique agricole commune qui intègre des éléments paysagers, mais qui essaye de ne rien faire sur l'usage des nitrates ou des pesticides. Et il y a tout un discours au sein même de la recherche agricole en lien avec les institutions agricoles, qui cherchaient ce qu'on appelle la double performance, contre laquelle je me suis battu, c'est-à-dire d'avoir une agriculture qui soit tout aussi productive, mais qui soit bonne pour la biodiversité. Donc on va tout lire sur le fait d'intégrer de maximum de diversité de cultures, de gérer au niveau des paysages, mais on ne touche pas à l'intensité de l'agriculture. Ça ne marche pas pour la biodiversité. Donc c'est pour ça que j'insiste de manière un petit peu fondamentale. Donc voilà. Il y a des trucs bizarres, mais c'est pas. Là, il y a des trucs bizarres qui sont passés. Alors, jusqu'à présent, bon, c'est très bien pour Eau et Rivière de Bretagne. On est entre écolos, je vous ai parlé d'écolos, il y a des libellules, bon. Chacun a sa place. Mais si je me place d'un point de vue du système alimentaire, agroalimentaire breton, ce qu'on va dire, c'est oui, vous n'avez pas tort, mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer du développement agricole, c'est d'avoir cette agriculture productive qui détruit les paysages. Bon, c'est un peu triste, mais encore une fois, il faut bien nourrir le monde. Et voilà. Et donc, cette courbe-là permet de revisiter quand même pas mal cette idée. Cette courbe, c'est l'évolution du rendement du blé depuis 1815, donc on remonte à longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est qu'à partir des années 50, là, la révolution agricole, jusqu'aux années 90, on a une croissance des rendements qui est absolument démentielle. Donc mettez-vous à la place d'un agriculteur qui a vécu cette période-là, c'est absolument incroyable. On peut le comprendre. Et effectivement, sur cette période-là, on a eu un sacrifice, on va dire, d'actifs environnementaux, où produire plus et bousiller la biodiversité, ça allait ensemble. Et donc on pouvait penser que la condition d'accroître la production, c'était de détruire la biodiversité. Le problème, c'est que ça s'est arrêté dans les années 90, et le problème, c'est que je pense que c'est quelque chose qui a imprégné beaucoup de manières de penser dans le monde agricole. Là où ça se complique, c'est que depuis les années 90, les rendements stagnent et commencent à faire du yo-yo. Alors, il y a beaucoup d'interprétations sur qu'est-ce qu'il y a derrière ces courbes. Alors, il y a le changement climatique, c'est clair. Mais le changement climatique, il n'a pas attendu les publications du GIEC pour exister. Il existe en fait depuis
1870. Il y a des effets de seuil, hein. On voit bien qu'aujourd'hui on atteint des limites, mais ce n'est pas le seul facteur qui explique les choses. Et il y a un autre facteur qui a un bon potentiel, un bon candidat potentiel, c'est le dérèglement des écosystèmes. C'est-à-dire que c'est comme une maille de filet qui s'effiloche, et donc les dérèglements, vous avez tous entendu parler du rôle des auxiliaires de culture dans les paysages, ou au niveau des sols, justement des bactéries, des champignons qui ont des fonctions de régulation hydrique, de nourriture des sols, etc. Tout ça, je crois, on parlait tout à l'heure de Marc-André Sellos, qui a écrit un livre absolument génial qui s'appelle L'origine du monde, qui parle bien des sols. Et ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, les sols tiennent encore, mais c'est encore une fois, c'est cette image de la maille de filet qui est en train de péter. Et ce qu'il dit, c'est que si ça lâche, on est très mal. Et donc, peut-être, c'est une hypothèse plausible, que ce qui est en train de se passer, c'est des signes avant-coureurs qu'il ne faudrait peut-être pas trop tirer sur le filet, du point de vue du climat et du point de vue de la biodiversité. Alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que les prospectives dont je vous ai parlé tout à l'heure, bah pour beaucoup, alors excusez-moi du terme, il faudrait que je le change, techno-smarto conventionnel, ça fait un peu Zarma, vous voyez l'idée, quoi. C'est, en fait, et quand on lit les prospectives qui sont faites là-dessus, on lit les rendements vont continuer de croître. Alors qu'en fait, c'est pas ce qui se passe. Mais c'est tellement ancré dans l'image de ce qui s'est passé effectivement sur les dernières années que ce qui se passe depuis 20 ans gomme ce qui s'est passé depuis 70 ans. Donc, voilà. Et donc, quand on fait des hypothèses sur cette augmentation de la production, eh bien, on va dire, j'ai de la place pour les biomasses, j'ai la place pour continuer l'élevage, j'ai de la place, enfin, j'ai suffisamment de production pour faire tout ce qu'on va continuer de faire. Ce qu'on peut tout à fait envisager comme risque, c'est ce que je vous ai dit, c'est que, en fait, ça continue, en fait, on soit à un point de rupture, ou alors on pourrait aussi continuer la courbe, mais là, ça, vous pourrez en parler avec tous les agriculteurs, c'est que continuer à produire la même chose, ça coûte de plus en plus cher. Et ça coûte de plus en plus cher en intrants. Alors, il y a eu des progrès qui ont été faits en azote, hein, c'est clair. Sur l'azote, c'est mieux que dans les années 90, mais la course à l'échalote contre les ravageurs et les pestes induit des coûts en produits phytosanitaires. Alors, la difficulté, c'est qu'on compare des grammes des années 90 avec des microgrammes dans les années 2000, mais en fait, si vous regardez le chiffre d'affaires et les charges opérationnelles, on est bien dans cette course à l'échalote. Et donc, notre scénario, il s'est posé la question de... Il faut sortir de ce débat ce que les agronomes appellent du yield gap, de l'écart de rendement entre le bio et le conventionnel, en se disant, il faudrait toujours s'excuser de ne pas produire assez en agriculture biologique. Et vous avez eu des publications qui ont été assez délirantes sur l'INRA, dans le milieu des années 2000, a sorti la double performance, où la conclusion c'était, on peut faire du bio, c'est très bien, mais si on ajoutait un peu de pesticides et d'engrais de synthèse, eh ben, on augmenterait quand même les rendements. Ça vous paraît ridicule, mais je sais de quoi je parle comme publication. Dernièrement, l'INRA a sorti une publi aussi sur une Europe sans pesticides. Les hypothèses agronomiques n'ont pas été sorties, mais j'ai de gros doutes sur Enfin bon, bref. En tout cas, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut sortir de ce paradigme. Et la question, ça peut être de se dire, ok, réduire les intrants, ça veut dire réduire la production, parce qu'historiquement, c'est ça qui s'est passé. Et est-ce qu'on peut avoir une problématique économique et sociale qui se dise comment on s'adapte à une baisse de rendement? Est-ce qu'on peut avoir un système alimentaire qui tient là-dessus? Et ça renvoie à une question qui était posée, c'est-à-dire changer évidemment de régime alimentaire. Si on ne change rien, on va retomber dans la publique qui nous disait le bio c'est très mauvais pour... Alors ça c'est pour faire peur, mais je pense qu'il faut un peu se faire peur. Il y a une formule que j'aime bien, c'est nous refusons de croire ce que nous savons. Je vous laisse méditer là-dessus. Et en fait, ce qu'on commence à voir, c'est beaucoup de signes avant-coureurs qui font penser à ce qui s'est passé sur le cas de la morue en Terre-Neuve, sur la pêche à la morue en Terre-Neuve. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire, elle est super riche d'enseignements. Donc, regardez ce qui s'est passé. En 70, alors là, c'est comme les rendements de blé. Là, on a mis des sonars et des radars qui ont permis d'être super efficaces dans les prises. Hop, on a atteint en 70 des sommets que voilà. Ça vous fait un petit exercice, ça c'est pour vous tenir réveillé pendant la... Là, ça commence un peu à m'énerver. Et puis ça s'est cassé la gueule d'une manière absolument vertigineuse. Donc là, le gouvernement canadien a dit oh, on va faire quelque chose. On va sortir les bateaux qui ne sont pas canadiens,
on va mettre des quotas, et puis on va améliorer la productivité de nos tableaux, de nos bateaux. Donc ils ont augmenté l'efficacité. Donc en termes d'ACV, par exemple, en termes d'analyse de cycle de vie, là, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ça a augmenté l'efficacité par kilo produit. Et puis, ce qui s'est passé en 90, c'est l'effondrement de la population. 2023, il n'y a toujours pas de morue en totale. Donc, ça fait peur, mais ça dit bien, et je pense que ça, c'est des messages qu'il faut quand même dire, on ne joue pas avec les écosystèmes. Faut pas prendre ce risque. Et évidemment, la morue, alors c'est un cas, mais si on tire le parallèle avec l'agriculture et les insectes, eh bien moi, je ne suis pas le seul à le dire, hein, ce qui est en train de se passer avec les insectes est tout à fait similaire avec ce qu'on a pu voir sur la morue. Alors j'expose mon temps, c'est ça, non? Non, c'est bon. Oui, tu m'avais demandé de voilà. montrer quand tu serais à la demi-heure. Donc voilà. Bon, alors je prends encore 10 minutes. Ok. Donc j'en viens à ce scénario TIFA, qui est donc en fait ce que je vous ai dit, de problématiser en se disant ok, on va essayer de réduire la voilure de l'intensité de l'agriculture pour prendre en compte la biodiversité et voir comment on peut faire coller ça avec des enjeux de production. Donc on est déjà parti de l'analyse de la situation présente pour voir quelles sont les marges de manœuvre. Alors, quelques chiffres qu'on commence à connaître, certains, et d'autres non, je pense. Donc les 2 tiers des céréales et des cultures sont destinés à l'alimentation animale, tout confondu. Et cette alimentation animale, si on reprend aussi quelque chose d'historique, elle s'est développée sur un mode industriel. Alors là, évidemment, encore une fois, on est en Bretagne, c'est l'apogée, c'est la manière la plus poussée de produire ces animaux. Donc, avec une importation extrêmement massive d'aliments du bétail sur des petites structures. Je pense que vous connaissez, peut-être certains d'entre vous connaissent cette formule, en passant de la polyculture élevage à l'élevage industriel d'un côté et les cultures de l'autre, on a fait d'une solution 2 problèmes. C'est-à-dire que beaucoup de problématiques environnementales peuvent s'analyser dans ce schéma-là. Soit vous avez trop d'élevage, soit vous n'en avez plus assez, et notamment sous forme herbagère. Je suis passé très vite sur la biodiversité là-dessus, mais si vous voulez une richesse biologique, il vous faut une richesse de prairies qui soit peu fertilisée. C'est une des conditions pour avoir les insectes, la flore diversifiée tout au long de l'année dans les paysages. Des importations de soja qui représentent l'équivalent d'un 5e de la surface agricole utile européenne. Donc, quand on dit... merci. Quand on dit l'Europe nourrit le monde, en fait, quand on regarde les chiffres, eh ben, c'est l'inverse. C'est le monde qui nourrit l'Europe. Et c'est le monde qui nourrit plus particulièrement l'élevage industriel européen. C'est-à-dire que si on retirait cette couche d'élevage industriel, on aurait un équilibre qui serait bien plus fort. Donc, et puis je ne vous fais pas de dessin sur les conséquences des importations de soja sur la qualité de l'eau et sur les écosystèmes. Donc, pareil, là j'en ai quand même beaucoup parlé sur les impacts sur les écosystèmes, le bien-être animal, la santé humaine, puisque le corollaire de nourrir tous ces animaux, c'est qu'il faut produire beaucoup, donc avec des pesticides, avec beaucoup d'azote, et puis le métier d'agriculteur et de paysan. Hein. Vous connaissez le triste record qu'a la Bretagne, par exemple, en matière de suicide agricole. C'est-à-dire que même si on bousillait la biodiversité, que ce soit pour un bien-être paysan, on pourrait peut-être discuter, mais là, c'est même plus le cas. C'est-à-dire que donc là, la crise écologique va de pair avec une crise économique et sociale. Je ne parle pas d'un point de vue politique, hein, on pourrait parler de Sainte-Soline. Enfin, je pense que ça a vraiment beaucoup de répercussions. Donc, l'enjeu, c'était, on fait cette analyse quantitative, etc., et c'est de faire un cahier des charges pour faire tourner notre modèle. Donc, voilà les 6 hypothèses de notre modèle. On gère la fertilité au niveau territorial, on n'importe plus de soja, on se passe de l'azote de synthèse qui, sous forme de minéral, est problématique pour les prairies, pour les sols, etc. Donc, c'est que des légumineuses en rotation qui font le boulot. Donc, le soja, au lieu d'importer, eh bien, on le met dans des rotations, ou avec du trèfle, avec du sainfoin, de la luzerne, etc. L'abandon des pesticides et l'extensification. Donc, on arrive avec les rendements de l'agriculture biologique, puisque c'était notre référence pour connaître notre modèle, j'y reviendrai. Le redéploiement des prairies naturelles, et ces prairies naturelles doivent être extensifiées pour avoir une qualité en matière de biodiversité.
vous savez peut-être, mais quand on fertilise des prairies, on fait baisser très très vite le nombre d'espèces de fleurs, enfin de plantes à fleurs que vous avez dessus. Et typiquement, on passe de 50-60 espèces dans une prairie à 3-4 espèces. Donc si vous êtes un insecte, ben, vous n'en sortez pas du tout de la même manière dans les deux cas. Donc l'extensification d'élevage, l'adoption de régimes alimentaires moins riches et plus équilibrés. Donc l'idée, c'est de dire de caler ce qu'on mange en fonction de ce qu'on peut produire d'une manière agroécologique. En fait, c'est ce qu'on avait déjà avant, d'une certaine manière. Mais, voilà. Et puis, dans le modèle, priorité à l'alimentation humaine, puis nourrir les animaux agroécologiques, et puis on voit ce qui reste pour des usages non alimentaires. Est-ce qu'il y a un excès de biomasse là-dessus? Alors, pour le dire vite, ben voilà ce que ça peut dire. Alors, je peux vous dire que pour trouver une image de bouffe assez sympa où il y avait de la viande rouge, j'ai dû chercher sur Internet. C'est pas super facile. Alors, me faites pas passer pour un viandard, je vais essayer de le démontrer, mais on a besoin de prairies. Et si on veut des prairies, il faut quand même des animaux. Donc voilà le changement de régime alimentaire qu'on a. En gros, qu'est-ce que ça raconte? On divise par 2 la prise de protéines animales, par 2, donc y compris de produits laitiers. On augmente la part des légumineuses graines qu'on mange, alors on passe de pratiquement rien à, on doit multiplier par 15, hein, ça doit être ça. Beaucoup plus de fruits et légumes, et puis pour le reste, en fait, ça change pas tant que ça. Et alors, on va faire un zoom sur les protéines animales, donc les produits animaux qu'on mange. Alors voilà la situation actuelle, moyenne européenne. Sur mon temps de parole, il va falloir retirer tous les trucs. Donc, voilà la part de viande de ruminants qu'on mange. La viande de granivores, donc porc et volaille, les œufs, le lait et les poissons. Voilà Et puis, dans notre scénario, ce qu'on voit, c'est qu'on conserve pratiquement la consommation de viande de ruminants, donc vaches, moutons, etc. On divise par plus de 2 la consommation de viande de granivores, pour toutes les raisons que je vous ai dites, et on divise par 2 le lait, etc. Et en fait, ça c'est la condition pour avoir des prairies. C'est-à-dire que si on n'a pas de production laitière et de coproduction de viande, parce que pour faire du lait, il faut... Alors, on pourra en discuter de ça. Enfin, quand même, grosso modo, pour faire du lait, il faut produire un veau. Et pourquoi conserve-t-on pas mal de viande de ruminants alors qu'on réduit considérablement la production laitière? C'est que quand on extensifie, en fait, on produit plus de viande par litre de lait produit. Je vais vous expliquer rapidement. Une vache qui produit 10 000 litres de lait, elle produit un veau. 2 vaches qui produisent 5 000 litres de lait, qui nous permettent d'avoir ces prairies-là, elles produisent 2 veaux. Tout simplement. Donc, si vous... Et à peu près la même quantité de viande. Donc, si on réduit le lait, mais qu'on extensifie, on conserve relativement plus de viande bovine. Je crois pouvoir dire que DIFA est le seul modèle qui prend ça au sérieux. Je ne citerai pas de modèle concurrent qui ne fait pas ça et qui arrive à des conclusions qui peuvent être un peu problématiques. Donc, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne, si on fait tourner tout ça, une baisse de production végétale de 30% et de production animale de 45%. Donc, c'est quand même pas mal à l'échelle européenne. Et cette baisse de production, là, on a travaillé à l'échelle européenne. Vous imaginez qu'elle va être relativement beaucoup plus forte dans une région comme la Bretagne que la Roumanie ou la République tchèque. Donc, effectivement, c'est des changements qui sont absolument majeurs. Bon, moyennant quoi, on a une alimentation qui est beaucoup plus saine. À la fois par la composition de l'assiette, sur la qualité des produits, et accessoirement, on se passe de pesticides. La biodiversité et les sols sont au cœur par construction même, donc c'est l'assurance vie, l'assurance production dont je vous parlais. C'est pas un gros mot, je pense, de parler d'esthétique aussi. Hein. Quand vous fermez les yeux, vous voyez votre rivière, je pense qu'elle est mieux barrée dans ce scénario-là que dans d'autres scénarios. Le bien-être animal, et puis quelque chose qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, c'est une réduction des gaz à effet de serre de 40%. En fait, on a pris le coefficient, je pense que si on actualisait, on serait plutôt même à 50%, parce qu'on utilise uniquement en fait de l'azote organique par rapport à de l'azote minéral, donc qui est beaucoup moins émissif. Et donc, vous avez tous entendu parler de l'impact climat du méthane, je pense. Je ne sais pas qui a entendu parler de l'impact climat du protoxyde d'azote. Ouais, c'est pas mal. J'ai fait la même question à l'Agro de Rennes, sur 100 étudiants, il y en avait 3.
On méthane tout le monde, protoxyde d'azote 3. Donc ils sont jeunes, ouais, ils sont à grande âge juste. Donc non, mais il y a vraiment un problème là-dessus. Donc l'épandage d'engrais de synthèse est une autre source majeure, à peu près au même niveau en fait que les émissions de méthane. Donc on gagne énormément là-dessus, et l'azote organique, le fait d'épandre de l'azote organique qui n'est pas minéral, je ne vais pas vous faire tout court, mais ça a une série d'effets positifs en cascade sur le bouclage des cycles biogéniques notamment. Donc 2 fois moins de produits animaux. Par contre, in fine, pas beaucoup de production pour la biomasse. S'il y a le développement des haies, etc., il y a on met 10% de surface d'intérêt écologique, donc ça devient quand même assez important. Il peut y avoir une valorisation sur ces thèmes-là, mais en clair, la méthanisation, les biocarburants, les agrocarburants, il n'y a plus de place pour ces. Bon, voilà. Donc c'est une. Voilà, excusez-moi, j'ai beaucoup parlé, j'ai explosé mon temps, je le savais. On peut s'arrêter là pour au moins le premier cercle de questions. Je ne sais pas comment j'ai tout le temps cet après-midi. On a du temps en même temps, et puis je crois que vu le caractère paisible de l'assistance, je pense que personne ne s'ennuie, donc ça va. Non, je n'ai pas l'impression non plus. Par contre, c'est vrai qu'à cette mi-temps de ton intervention, qui est une mi-temps plutôt l'approche technique, et tu vas développer plutôt dans la deuxième partie. Socio-économique et politique. Voilà. Donc si vous avez des questions à poser à Xavier sur la construction du scénario, les hypothèses de départ, etc. On a Philippe. Oui, juste une petite question. Combien d'hectares pour nourrir un être humain? Il peut le vêtir et peut-être lui permettre d'avoir une flambée dans un Noël pour sa cheminée. Alors, je n'ai pas le ratio, je pourrais faire le ratio. On a 538 millions d'Européens, donc un peu plus qu'aujourd'hui, et on a à peine moins de la SAU, donc on doit avoir 172 millions de SAU, donc ça fait un 20e d'hectare, un 5e d'hectare, pardon, en gros. Dans ce modèle-là. Évidemment, j'ai oublié de le dire, on ne prend pas de SAU européenne sur des forêts ou sur de l'artificialisation. Donc on conserve l'enveloppe de surface, c'est une contrainte évidemment fondamentale. Donc voilà. Alors une autre question devant madame. Oui. Vous gardez des vaches allaitantes ou seulement des vaches laitières dans votre modèle? Alors, dans notre modèle, on fait évoluer vers des systèmes mixtes, en fait. Donc, on garde des vaches laitières qui coproduisent de la viande. Ça répond à la question? Alors, Jean-Pierre et Jean-Luc. Oui. Le 27 mars a été présenté au monde agricole, par essentiellement la FESA, un scénario sur commande de la région un petit peu similaire, enfin un autre cabinet d'études, bien sûr, et qui aboutit à peu près aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que, ça s'est mis à la Bretagne, bien sûr, mais quand même, comme la Bretagne est des élevages, c'est un petit peu la moitié de la France, en gros, la conclusion était que, les gars, il va falloir vous diminuer votre cheptel par 2 pour 2050. Suite à quoi, alors ça, pour être cohérent, d'autres cabinets d'études qui font le même résultat, sauf que la profession agricole, majoritaire, a sauté au plafond, c'est public sur le choix, il va être très très difficile de faire accepter le moindre scénario, quel qu'il soit, qui leur demande de diminuer le cheptel en Bretagne. Alors, que faire? C'est difficile. Je n'ai pas complètement les éléments de réponse. Alors, ce qu'on peut avoir aussi en off, avec les gens de la filière d'élevage, il y a aujourd'hui un enjeu qui est très très préoccupant, c'est la démographie agricole et celle des éleveurs. Et là-dessus, les images ne sont pas du tout les mêmes pour le monde bovin, sur lequel en fait, ce que les gens disent, c'est qu'en fait les chiffres qu'on indique là, ils sont déjà à l'œuvre et c'est ceux qui sont déjà anticipés pour la production bovine. Alors je parle à l'échelle nationale, mais je pense que ça doit être pas si différent que ça. Tout doucement en Bretagne. Là, je pense qu'on est comme sur la morue, c'est-à-dire que si on regarde les chiffres des derniers recensements agricoles, etc., on arrive à des points de bascule je pense qu'on peut s'attendre vraiment à une baisse de cette production en France et en Bretagne. Sur les productions porcines et de volailles, hélas, comme c'est beaucoup plus facilement industrialisable, le lien entre démographie et volume de production
sera pas le même. Oui, enfin, j'ai pas la réponse là-dessus. Je pense que ça sera très très dur. Je sais pas si vous avez entendu parler du cas des Pays-Bas. Oui, Bien sûr. Donc là, c'est sûr qu'il y a des choix politiques qui sont à faire. J'ai pas la réponse à la question. Jean-Luc. Aux Pays-Bas, ils avaient demandé de réduire le cheptel et les agriculteurs se mobilisent dans l'autre sens pour rétablir. Absolument. Jean-Luc. Oui, ce que vous proposez comme scénario, c'est intéressant. On a aussi des exemples ici de scénarios en Bretagne qui fonctionnent actuellement. C'est l'élevage laitier à l'herbe, hein, le système cochon, C'est le pas, ouais. fonctionne très bien. Et les exemples existent dans la campagne. Par contre, ces exemples-là ne se vulgarisent pas beaucoup. Parce que il y a quelque chose qu'il faut intégrer, et qui n'est pas intégré dans les scénarios. C'est, vous l'avez abordé, c'est d'une part la volonté des pouvoirs publics, on le voit bien aux Pays-Bas, et plus que les pouvoirs publics, je dirais, c'est la volonté des coopératives. Quand vous avez des coopératives comme Oreden qui ont un chiffre d'affaires de 3 milliards, eh bien, c'est aujourd'hui leur décision qui pèse dans la balance, qui pèse d'une façon très forte dans la balance, et ce qui intéresse actuellement les coopératives, c'est de vendre des intrants. Et on le voit bien dans la campagne, moi je le vois bien au niveau des agriculteurs que je connais. Ils n'ont pas le choix aujourd'hui de faire autre chose que de passer, pour la plupart d'entre eux, sous le joug de la coopérative. Ça veut dire, j'achète des graines enrobées, je traite avec les produits qu'on me préconise, si je veux revendre après mes produits. Sinon, je n'exerce pas en fait ce métier d'agriculteur. Je suis agriculteur parce que... Et on a ce système-là. Et la question fondamentale, elle n'est pas tellement dans les scénarios. Les scénarios, on les connaît pour le sortir du système. Mais on ne connaît pas le scénario qui consiste à sortir du système des coopératives. C'est bien là où on voit bien. Regardez les algues vertes. Moi, j'ai 69 ans aujourd'hui. Je crois que j'ai toujours connu le problème des algues vertes. On arrive aujourd'hui à 25, 25 mg, au mieux, là où il y a eu quelque chose. En plus de 40 ans, malgré les actions que l'on a eues, on n'a pas réussi à abaisser d'une façon vraiment significative le problème des algues vertes. Et je ne vois pas comment, en 30 ans ou 40 ans, on va inverser ce système-là. Il faudrait qu'il y ait une révolution citoyenne. Alors, merci de rappeler ça. Alors, je ne crois pas l'avoir présenté. Une de mes premières études professionnelles, donc c'était le plan départemental d'environnement des Côtes-d'Armor en 92. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer André Pochon et d'étudier le système CEDAPA. Et en fait, j'ai été comme vous, c'est-à-dire que moi j'étais jeune agronome. Je dis mais c'est génial ce truc-là. Et donc on l'a mis au cœur des propositions qu'on fait. Et ce qu'on a compris, en fait, c'est pourquoi ça bloquait, et ça renvoie en effet au COP. C'est-à-dire qu'il y a un attachement à l'outil industriel, c'est quelque chose de très fort, au niveau régional. Et ce que beaucoup d'agriculteurs craignent, c'est qu'en produisant moins, ils affaiblissent l'outil industriel breton, et donc que dans la compétition européenne, en fait, on perd des parts de marché et que toute la filière s'effondre. Hélas, il y a une part de vérité là-dedans, parce que quand on voit les régions qui se tirent la boue entre le Danemark, les Pays-Bas, etc., les Pays-Bas, justement, ils sont allés tellement loin que là, ils ont été sommés. Alors, les éléments de réponse à ça, c'est je suis d'accord avec vous pour dire que c'est pas uniquement au niveau breton que ça peut se passer, pour les raisons que je viens de dire, de compétition entre pays. Mais le cas des Pays-Bas, il fait quand même réfléchir, cela dit. Parce que, je vous vois sceptique, moi je pense qu'il fait quand même réfléchir. Je pense que l'histoire n'est pas écrite. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu ces élections avec le parti agrarien qui a mais moi j'attends de voir 5 ans ce qui va se passer, parce qu'il y a quand même une volonté politique qui est là. Ouais. Alors il y a Marie-Pascale et Madame après, et Madame après. Oui, donc c'était un peu
On n'entend rien. Juste moyen de donner un micro. préciser comme je dis que voilà, au niveau de l'Europe, c'est 20% d'agriculture, en fait, de surface importée. Au niveau de la Bretagne, c'est une Bretagne importée. Hein. Pour nous, nos cochons, les volailles, c'est une Bretagne. C'est-à-dire qu'on a 2 SAU. Hein. D'accord? On a 2 fois la surface agricole de la Bretagne pour produire tous les poulets et les cochons qu'on produit. Et dans le scénario qui est étudié avec la région, là, en ce moment, c'était Jean-Pierre tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué que ce qu'il a dit, c'est-à-dire que dans la baisse globale du cheptel de 50%, qui ne résoudrait pas les problèmes d'algues vertes, hein, la baisse de nitrate ne serait pas suffisante malgré ça. Ça repose quand même essentiellement sur la baisse du cheptel bovin. Et donc, parce que c'est fait par Sovalco, et donc ce serait la baisse du cheptel bovin, baisser les gaz à effet de serre, mais en contrepartie, on maintient à peu près en baisse de à peu près 10% ou 10% les cochons, et on maintient les volailles. Pourquoi? Et en parallèle, on céréalise pour faire de la méthanisation. Donc le système, il tient. Okay, leur modèle, à Sovalco, de toute façon, il le balance dans plein de régions en ce moment. Hein, donc il tient. Sauf que il tient aussi sur le modèle industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas que les coopératives, hein. Bien sûr que les coopératives, le Redem et compagnie, ils vivent que sur les intrants. Mais c'est aussi sur le problème de l'emploi. C'est 65 000 salariés dans l'agro-industrie en Bretagne. Et c'est vraiment un choix politique. Or, quand on travaille, parce que mes collègues du Conseil régional de vente, quand on travaille sur les sujets, la région travaille en silo. Un peu moins maintenant, mais encore en silo. Et donc on voit le problème de l'agriculture, après on voit le problème de l'emploi, etc. Ils n'ont jamais voulu travailler, et les industriels non plus. Hein, c'est quand même le secteur d'activité où on a le moins de formation professionnelle et le moins d'évolution professionnelle. Et tant qu'on n'a pas ces propositions alternatives de choix, de possibilités de reconversion professionnelle des salariés, on n'arrivera pas à faire bouger les politiques parce qu'ils ont peur. Et on leur fait tout le temps la trouille sur l'emploi. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on peut avoir un circuit court entre les excès de nitrate et l'emploi en Bretagne. Alors, je ne sais pas si ça demande une réponse en soi, c'est pas une question. Peut-être on peut prendre les 2 autres interventions, madame, et puis madame. C'est juste que dans les scénarios, on ne peut pas aujourd'hui ignorer l'emploi dans les scénarios. Parce que le changement de modèle agricole implique des changements de modèle économique. Non mais j'ai bien compris. Après, je pense aussi que c'est la suite, y compris la question du scénario pour y aller, je pense que c'est la partie d'après aussi. Donc c'est pour ça que je pense que... Ah, madame. Je suis beaucoup moins compétente. Hein. Donc moi, je vois le titre Europe agroécologique. Et je pose la question à notre intervenant. À la faveur de ce qui se passe en Ukraine, on découvre combien l'Europe de l'Est, la Pologne et surtout l'Ukraine est une machine de guerre de l'agro-business. Comment vous intégrez des territoires comme ça dans votre schéma? C'est une question naïve, hein? Non, c'est une grosse question. Moi, alors, là-dessus, plusieurs éléments de réponse. D'abord, je n'ai pas la réponse à toutes vos questions. Si je les avais, je serais super content. Ce que je peux dire, c'est que, à mon avis, il faut procéder aussi par étapes. J'ai commencé en disant, il y a des idées qui cadrent des choix de politique publique. Et c'est sûr qu'au niveau auquel on est, un scénario comme ça, il se propose déjà de changer la manière de poser les enjeux et de problématiser différemment les enjeux. Ce que je pense être tout à fait essentiel dans le scénario, et on reviendra peut-être sur les emplois, c'est l'importance de la biodiversité, du changement climatique sur la production. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend sur ce qui est vrai hein, sur la Bretagne, etc., mais quand on voit ce qui se passe sur la morue, on peut se dire, alors attendez, ok, mais s'il n'y a plus de morue, il n'y a plus d'emploi. La question ne se pose même plus là-dessus. Et donc moi, mes hypothèses de travail, c'est de dire, il faut alerter sur ces questions d'érosion de la biodiversité qui peuvent faire bouger le système. Je pense qu'il y a un maillon sur lequel on peut insister, c'est les assurances, par exemple.
C'est-à-dire que cette question, quand on voit les courbes de production qui font comme ça, et quand vous parlez de l'Ukraine, je n'ai pas la réponse à l'Ukraine, mais par contre, ce que je vois, c'est que ce que la guerre en Ukraine a révélé comme tension sur l'approvisionnement du système alimentaire. Et donc, vous avez peut-être entendu parler du chèque qui a été fait par le ministère de l'Agriculture pour couvrir les coûts d'alimentation du bétail. Alors, moi, ça se balade entre 200 ou 500 millions d'euros, selon les sources que j'ai. Donc, l'année dernière, le ministère de l'Agriculture a fait un chèque de 500 millions d'euros pour couvrir les pertes des élevages qui utilisaient le plus d'intrants, et avec une proportionnalité, c'est-à-dire que plus vous utilisiez d'aliments du bétail, plus votre chèque était gros. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces variations, elles commencent à avoir des aspects économiques. Pour l'instant, on tient l'emploi, effectivement, ça tient. D'ailleurs, même l'emploi en Bretagne, il est en train de commencer à prendre un coup. Donc voilà. Les éléments on prend du coup, madame, juste, faut être honnête, il faut dire que le ministère de l'Agriculture a aussi fait un gros chèque à soutien à la bio de 10 millions d'euros. C'est ça. J'aimerais savoir s'il y a des cas où l'approche agroécologique peut être très productive, voire plus productive que l'approche intensive. Parce que agroécologie, en fait, ça retrouve toute une variété de pratiques. Parfois, on fait des choses pas toujours comparables. Il y a des cas emblématiques qui sont souvent cités avec des rendements géniaux, mais on a l'impression que c'est sur des tout petits territoires. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que parfois ça peut vraiment être une fontaine d'abondance? Alors, en Europe, je ne pense pas. Pour une raison simple, c'est le facteur limitant de l'azote. C'est-à-dire, si je suis agronome, comme vous l'avez dit, il y a le cas par exemple du bec et loin. Je ne sais pas si on a entendu parler de ce cas de figure. Eh ben, ils sont très transparents là-dessus. Hein. Derrière la ferme du bec et loin, sur je ne sais pas combien, ils sont sur combien de milliers de mètres carrés, mais c'est tout petit en fait. Il y a 15 hectares de prairies avec du fumier de cheval qui vient nourrir ça. Donc, il n'y a pas de mystère. Pour produire, il faut de l'azote. Et c'est un petit peu un des facteurs clés de notre scénario, c'est de voir le maximum d'azote qu'on peut faire rentrer dans le système par les rotations, par les transferts de fertilité et par les couvertures de sol, là qui vont dans les sols et qui ne vont pas dans les méthaniseurs, pour le dire clairement, donc avec un rapport carbone sur azote, si vous connaissez, qui respecte les sols. Et là, on est un petit peu au maximum de ce qu'on peut faire. Donc, un succès local ne compensera pas. Alors, c'est vrai pour l'Europe. Je pense que la problématique change complètement pour des pays tropicaux, dans lesquels il y a beaucoup aussi de démarches agroécologiques et sur lesquels les rendements peuvent augmenter avec des pratiques agroécologiques. Ce qui est une très bonne nouvelle. Hein, Alors, on prend... Ah non, parce qu'on a une... Ah non, on prend plusieurs questions. Okay. Voilà, si je peux répondre de manière complète. Vous faites courte parce qu'en fait, il a encore la moitié de son intervention à produire. Alors, on va y aller dans l'ordre, on va toutes les prendre, mais 2 phrases chacun. Allez, vas-y. Donc, moi, je me préoccupe de santé-environnement, je suis en instant en retraite, lien alimentation et bénéfices sanitaires, notamment l'alimentation bio et bénéfices sanitaires. Je suis enchanté par ce que vous avez montré sur votre régime TIFA. C'est exactement le régime qu'il y a dans la cohorte Nutrinet Santé et dans la sous-cohorte Bio-Nutrinet. Excusez du peu, moins 50% globalement d'obésité, moins 30% de diabète dans la partie féminine de la cohorte, moins 24% de cancer, moins 25% de facteurs de risque cardiovasculaire. D'immenses bénéfices sanitaires. Et donc ça rejoint vraiment ce type de régime où les gens consomment que 50 à 60% de bio dans la cohorte Bio-Nutrinet pour obtenir ça. Donc est-ce que vous êtes au courant de ces sujets-là? Juste une autre question pour la morue. Est-ce que c'est seulement la surpêche? Il y avait le réchauffement climatique, il y a la pollution chimique et il y a d'autres pollutions physiques, retombées nucléaires dans les années 70, des essais atmosphériques. Voilà. Et juste pour l'info, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens le savent, les Italiens, sur la moitié de la surface de territoire de la nôtre, ils sont 1 500 000 paysans. C'est un choix politique. Ils sont bientôt à 20% de bio. Voilà. Jean-Yves, Christian, Jean-Yves d'abord. Est-ce que vient de se passer politiquement, Hollande ne doit pas nous informer ou nous alerter? Et j'aimerais bien, si vous avez les précisions, que vous nous apportiez. À savoir que le gouvernement central a essayé de prendre des mesures un peu drastiques pour limiter
et qui remettaient en cause tout ce qu'on est en train de dire pour essayer de limiter les cheptels. Et il y a eu des élections donc, locales ou l'équivalent des élections régionales, et puis ce sont les tenants du lobby qui ont gagné. Est-ce que vous avez des précisions là-dessus? C'est-à-dire qu'à là, un gouvernement qui a essayé de faire quelque chose s'est fait renvoyer dans ses buts au niveau du vote. Alors le scénario démocratique, santé, scénario démocratique, on en a deux. Christian? Première chose... Ah non, une chose. je connais la question. Je te connais. Deux phrases. Okay. Une phrase pour dire que ça fait 40 ans qu'on essaye de sensibiliser, un, les pouvoirs publics, deux, les associations, au fait qu'il faut questionner les politiques publiques sur leur contenu en emploi et regarder les budgets de nos communes, des départements, etc. Deuxième point, ça c'est la question. En fait, on a parlé des gestes uniquement tout à fait à la fin en disant bah oui, on s'est aperçu que est-ce que derrière la question des sols, j'y reviens, et de la biologie des sols sur laquelle il n'y a pas les insectes et tout ce qu'on vient de voir, il n'y a pas un double problème, c'est-à-dire une solution pour la biodiversité et une solution pour le changement climatique. Parce que les sols agricoles sont les seuls à la surface de la planète, en dehors des forêts équatoriales et encore qui ne fixent plus grand-chose, à pouvoir répondre à la question comment faire diminuer la quantité de CO2 dans l'atmosphère. On peut fixer du carbone à long terme dans les sols agricoles. Et avec des environnements. Ok. On va prendre les dernières questions après, parce que là, on va quand même essayer de penser à la santé mentale de Xavier. Et vous avez remarqué qu'il n'y a plus de bleu, là, c'est dégueulasse. Hein, alors oui, sur BioNutrinet, bien sûr, je connais les résultats. Sur la morue, d'après ce que j'en ai lu, je pense que c'est vraiment essentiellement la surpêche. Vous avez tous les indicateurs de surpêche. Sur le vote aux Pays-Bas, bah non, je n'ai pas plus d'éléments que ceux que vous venez de rappeler. Ce que j'ai compris, c'est ce que je disais, c'est que l'histoire n'est pas finie. Je pense qu'on est sur une lutte et c'est inévitable. C'est-à-dire que les obligations au niveau de l'État hollandais, enfin des Pays-Bas, restent, hein, quand même, avec la Cour de justice européenne, etc. Donc moi j'attends de voir dans les 4 ou 5 années prochaines, avec les 25 milliards d'euros qui ont été mis pour la reconversion, ce qui va se passer. Je ne connais pas la fin de l'histoire, je dis juste, je ne pense pas que ce soit forcément fermé et bloqué maintenant. Mais ce sera des il y avait sur les sols. Ben oui, complètement d'accord. Et je suis d'accord, on l'a pas. Enfin, j'espère que c'était quand même un gros sous-texte de tout ce que j'ai raconté. Et vous avez raison, en fait, on ne l'a pas modélisé parce qu'on n'avait pas les éléments, mais le stockage du carbone dans les sols est tout à fait essentiel. Et ce qui est super important à prendre, c'est le couplage azote-carbone. Si on dissocie les deux, comme dans la méthanisation en particulier, on arrive à des contre-performances. Donc là, je pense qu'on est quelque chose de tout à fait essentiel par rapport à ça. Alors, et on avait des questions au fond de la salle. J'ai vu André lever la main. On t'entend pas, André, donc du coup, tu veux entendre parler du rapport C sur N et du fait que les sols s'appauvrissent justement en carbone. En carbone, et donc, par rapport avec notre modèle agroécologique, le comparer avec l'agroforesterie. Alors, ok. Qui voulait encore intervenir? Monsieur là-bas au fond. Bernard Roland, je travaille avec Marie, je suis syndicaliste à la Sud Recherche. Et pour réagir sur l'histoire de la productivité, il y a quand même le système bovin laitier, notamment méthode Pochon et adaptation, y compris jusqu'en bio, qui est extrêmement productif. On a quand même un bouclage des cycles avec des moyennes de vaches laitières qui sont dans certaines fermes entre 6 000 et 7 000, avec 0 intrant extérieur. Là, pour le coup, il y a une vraie productivité. Si demain il y a la guerre, on aurait dit ça en blaguant il y a 10 ans, maintenant on rigole moins avec ce genre de... Voilà. Eux, ils peuvent continuer à produire, ils sont économes, autonomes, et en plus, dans les cultures d'été, avec le bouclage des cycles et avec la fertilisation, ils ont parfois des rendements équivalents en betterave, en maïs, compris avec... Ouais. Enfin, il y a vraiment, pour le coup, parce que par rapport à un bec et loin qui est quand même qui est à visiter, et qui discute, il y a énormément d'importation de fumier de cheval, où il y a une main-d'œuvre gratuite, pléthorique qui paye pour travailler.
c'est en partie de l'histoire, mais ça donne vraiment à réfléchir pour y voir. Mais par contre, ici, cet élevage laitier, il donne quand même des résultats assez sensationnels, et sachant que sur cette partie d'agriculture agroécologique avec la bio comme prototype, il y a eu quand même un effort de recherche-développement qui est proche de zéro, enfin pas de zéro, mais qui est tout petit. 4%. Qui est tout petit. Et si il y avait le même effort pour cette agriculture-là qu'on a fait dans les années 60, je pense qu'on avait appelé la modernisation, sans doute qu'on a un potentiel de résultat là, à court terme qui est vraiment fort. Ouais. Alors, on a le chiffre, hein. Il y a un chercheur belge qui a regardé ce qui allait à la bio dans les budgets européens, de recherche européens, c'est 4%. Donc c'est pas 0%. Alors, cela dit, ça fait encore le lien, je reviens sur ce que je disais, l'azote est un facteur limitant de la production au niveau global, et donc je pense que dans notre scénario, on a fait rentrer à peu près tout l'azote qu'on pouvait faire rentrer dans le système de manière agronomique. C'est-à-dire qu'on a déjà, on atteint un tiers de la surface qui fixe de l'azote. Au-delà, on a des problèmes potentiellement agronomiques. Donc, on va se heurter à ce problème, à cet enjeu. Mais c'est pas grave, en fait. Donc, tout ce que vous dites sur le CEDAPA, c'est ce que je disais, je signe à demain. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que conceptuellement, c'est très très proche. Je pense que ça inspire Et sur l'agroforesterie, alors, sur le rapport C sur N, c'est par construction, on va retrouver ça dans notre scénario, puisqu'on a une fertilisation qui se fait soit par des retours au sol de fumier, soit par des légumineuses qui sont restituées en engrais verts. Après, la question de l'agroforesterie, ça limite, si je puis dire, je pense qu'elle a des gros intérêts écologiques, elle a des gros intérêts d'adaptation au changement climatique, par exemple, mais sa limite, ça va être l'azote, encore une fois. Donc on ne peut pas, voilà, on peut pas généraliser. L'agroécologie, c'est beaucoup plus de carbone que d'azote. Donc voilà, l'azote est un bon fil rouge pour comprendre la productivité d'ensemble du modèle. Je te propose de passer à ta deuxième partie. Il nous reste une demi-heure, puisque à 16h, on fera un petit bilan de la journée. Ok. Alors j'ai perdu ma zapette. Non, elle est là. Alors, de toute manière, j'ai moins de diapos pour Alors, c'est ce qu'on développe dans le bouquin, c'est la question du passage à l'échelle. Et si on est dans un débat plus socio-économique, c'est qu'aujourd'hui, la question de l'agroécologie ou de l'agriculture biologique est vue essentiellement sous une logique de niche. Et typiquement, on va dire, c'est les bio-bio qui peuvent se payer ça coûte cher, etc. Avec des images qui sont extrêmement archétypales, comme les AMAP, comme justement la permaculture du bec et loin, etc. Donc, si on est dans une problématique de changement d'échelle où c'est l'ensemble des Européens qui mangent avec une production agroécologique, il faut tenir compte des réalités de ces consommateurs européens qui, pour beaucoup, sont urbains, etc. C'est pas un retour à la campagne de tout le monde. Donc, on sait qu'il y a des consommateurs qui cuisinent pas tous. On sait qu'il faut des circuits alimentaires qui ne sont pas que locaux. Et ça nous semble une idée super importante par rapport au changement climatique, notamment, où c'est vrai qu'il y a une espèce d'idéal type où on voudrait que les villes, etc., se nourrissent avec un hinterland. Je vais prendre un exemple, celui de Paris. Imaginez qu'on fasse un système alimentaire local sur Paris. Donc vous allez avoir un rayon qui va être peut-être de 300 km, donc dans lequel vous allez avoir certaines grandes villes qui vont elles-mêmes avoir le même projet. Donc vous allez élargir le système et vous allez arriver grosso modo à l'Europe, si je suis clair dans mon raisonnement. Et en plus, je ne suis pas en train de casser le local. Je pense que le local est hyper important d'un point de vue des liens sociaux, etc. C'est complètement débile de faire des milliers de kilomètres à des tomates qui viennent d'Espagne alors qu'on pourrait les produire sur place. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si on est à l'échelle du système alimentaire et de sa résilience, il faut pouvoir conserver une logistique et des systèmes qui fonctionnent à des échelles qui sont celles de aussi sur les exploitations. Alors, ce qu'on explique bien dans le bouquin, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes personnes qui nous disent combien de fermes dans votre scénario.
on ne peut pas répondre aujourd'hui à cette question, on est en train de bosser là-dessus, mais c'est une question extrêmement compliquée parce qu'elle intègre deux paramètres qui sont l'intensité technologique des exploitations et les prix pour payer ce travail. Et aujourd'hui, notamment en matière de prix, on n'a pas de modèle économique qui nous permette de dire si on adopte ce régime alimentaire et tous les changements qu'on a sur les équilibres, combien coûterait, quel serait le prix du quintal de blé, de la tonne de lait, etc. C'est pas possible de le faire. Donc il faut prendre le problème à l'envers. On a identifié la question, mais on l'a pas complètement traité. On ne va pas sortir un chiffre pour le plaisir de sortir un chiffre qui n'aura aucun sens d'un point de vue de la modélisation socio-économique. Par contre, il y a une idée qu'on peut avoir, qu'on essaie de montrer, c'est le small and medium is beautiful. C'est de sortir de l'image de la micro-ferme qui pose aussi des problèmes de rentabilité, potentiellement de travail. Donc il y a une intensité en équipement pour avoir une qualité de vie au niveau des exploitations qui peut se défendre. Alors on a essayé de représenter ça, c'est très bizarre la sortie sur cet ordinateur, je suis désolé. Ce qu'on a essayé, c'est de rendre compte d'une philosophie socio-économique à travers des représentations paysagères. Donc là, c'est un grand schéma qui sort pas très bien, mais qui est une occupation du territoire qui colle avec les hypothèses de Tiffer en matière d'équilibre. Et puis, ce qu'on voulait montrer, c'est une filière liée à une échelle régionale. C'est-à-dire que c'est pas un gros mot d'avoir des temps calés et des personnes qui sont en Charlotte pour transformer et pour vendre ce lait. C'est pas un gros mot d'avoir une alimentation animale, parce que vous avez vu, on a encore des porcs et des volailles dans notre scénario, et c'est pas que de la basse-cour, c'est pas possible. Avec 538 millions d'Européens, on sort de ce système-là. Le compost urbain vient une filière d'échelle régionale. Pareil, on peut avoir des flux qui ne sont pas uniquement à l'échelle des systèmes de production. Tout ne doit pas être nécessairement bouclé parce qu'il y a des formes d'organisation qui ne sont pas crédibles par rapport à des évolutions de structures agricoles. Donc voilà, et puis des petits supermarchés. Donc l'idée, c'est un peu de sortir des modèles gigantesques. C'est sûr qu'un abattoir comme la Copperle, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la visiter, moi j'ai eu l'occasion de la visiter, et là j'ai compris. On comprend très bien quand on voit un outil industriel comme ça, ce que ça veut dire en termes de flux et en termes d'organisation du territoire à une échelle qui est celle de la Bretagne. Donc, si on a des abattoirs qui ont cette taille-là, on ne peut pas avoir de l'agroécologie. Par contre, avoir des abattoirs qui sont répartis dans un territoire et qui correspondent à des échelles d'approvisionnement qui sont régionales, oui, ça, c'est nécessaire, c'est possible avec le modèle. Donc voilà, j'ai pas comme précédemment des chiffres à vous donner, mais c'est plutôt une idée Alors par rapport à la question de l'emploi agricole, il y a un graphique que je trouve très très éclairant qui représente en Danemark en 2016 la distribution du revenu en fonction de la taille des fermes. C'est vraiment dégueulasse, la sortie, je suis désolé. Donc, des petites fermes, entre 0 et 100 vaches, entre 100 et 200 vaches, et jusqu'à 400 vaches et plus. Et les graphiques, ils montrent le revenu, alors en bleu foncé, c'est le tiers dans chaque classe de surface des exploitations qui gagnent le mieux leur vie. En bleu clair, c'est celles qui perdent le plus, et en gris, c'est celles qui sont le tiers qui est en Alors, qu'est-ce qu'on voit de ce graphique? Il est, je pense, extrêmement riche d'enseignements. C'est qu'effectivement, les plus grandes fermes sont celles dans lesquelles on trouve les plus gros profits. Donc, si vous êtes agriculteur, vous dites, ah oui, moi je vois le voisin, il a augmenté son nombre de vaches, eh bien, il gagne plus d'argent que moi. Et donc, effectivement, on peut voir ça. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les profits ne sont pas proportionnels à la taille. C'est-à-dire qu'une ferme qui a autour de, on va dire, 100 vaches, une ferme qui a 400 vaches ne gagne pas 4 fois plus. Elle gagne 2 fois et demi plus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des déséconomies d'échelle qui sont liées au coût. Donc les plus grosses pertes, ce qui induit, c'est que les plus grosses pertes sont aussi dans les plus grosses fermes. Donc c'est vraiment les deux aspects des choses. Et en fait, on ne met en avant que les profits maximaux, mais la disparition des très grosses fermes, ça existe aussi pour des raisons économiques, et ça accentue, si je puis dire, le système. Donc l'idée dans TIFA, ça serait de se dire, il faut sortir de ces plus grosses fermes qui sont incompatibles avec des formes d'agroécologie, et répartir la production sur des fermes moyennes. Et là, on a des gains d'emploi qui sont de facteurs 2 à 3
par rapport à la situation actuelle. Donc, par rapport à cette question de l'emploi, ça ne répond pas complètement à la question, mais ça montre les marges de manœuvre qu'on peut avoir au niveau de restructuration des exploitations agricoles. Alors, qu'est-ce qui pourrait amener ça? On en vient aux politiques publiques. Alors, on a évoqué la PAC, la politique agricole commune, en introduction. Ce qu'on a essayé de voir, c'est qu'en fait, la PAC n'est que un des facteurs. En fait, c'est un changement global induit un changement global de l'ensemble des politiques. Alors, on va juste les lister parce qu'on n'a pas le temps de toutes les faire, mais on peut reprendre ce schéma qui est en fait celui de la structure logique de la modélisation. Eh bien, il y a tout un champ autour de la politique de l'alimentation. On pourra peut-être parler, mais je ne sais pas si on aura le temps, de l'affichage environnemental. Et je pense à quelque chose de tout à fait majeur qui est les pesticides. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, ma source d'espoir pour dire qu'il y a quelque chose qui peut bouger, c'est sur toutes les controverses qu'il y a autour des pesticides. Le travail que fait Stéphane Foucard dans Le Monde en montrant les problèmes qu'il y a dans l'évaluation même des pesticides, etc. C'est une telle clé de voûte du système que si ça bouge, et quand même, on a quand même pas mal d'arguments pour penser que ça pourrait bouger, alors l'ensemble du système peut bouger. Donc ça, je pense que les normes qu'on peut avoir sur l'alimentation sont un levier politique absolument majeur. Le deuxième aspect, il est sur, si on prend l'importance de l'alimentation animale, donc c'est de prendre en compte les filières animales en tant que telles. Ne pas jouer. Ce que je dis ça, c'est que si on joue uniquement sur la production végétale et qu'on n'intègre pas ce qui se passe au niveau de la production animale, on va avoir des soucis d'équilibre tout simplement de la production. Donc là, il faut des politiques de filière. Alors c'est vrai que les Pays-Bas, malgré les difficultés, je pense que c'est un exemple qu'il faut vraiment pas lâcher, quoi, en tant que tel. Je pense que c'est une approche qui est nécessaire. La reconversion, des milliards pour payer des reconversions. Il y a un autre levier, à mon avis, qui est aussi important sur lequel jouer, similaire aux pesticides, c'est celui du bien-être animal. C'est-à-dire que là, on a des modes de développement de l'élevage industriel qui sont incompatibles avec ce bien-être animal. Donc, il faut jouer là-dessus pour réduire le développement de cet appareil industriel. Et puis donc, un autre volet, c'est tout ce qui est sur la production végétale. Donc là, on va retrouver ce que vous disiez sur la recherche variétale, les légumineuses. En fait, les légumineuses qui sont centrales dans notre modèle, donc quand on a cherché les références, c'est un parent extrêmement pauvre de la littérature scientifique. Trouver des références qui soient bien calées. Tous les gens qui travaillent sur les filières de légumineuses le disent, on a un déficit en matière de recherche variétale, etc. Il y a un volet absolument énorme. Et peut-être que ce que je vous raconte sur les limites de l'azote pourrait exploser avec... voilà. Ça ne serait pas forcément nécessaire, mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent bouger. Et puis, last but not least, c'est les politiques commerciales. C'est-à-dire qu'on le voit bien, ces politiques commerciales à la fois avec l'Europe et le reste du monde, et au sein de l'Europe. Donc voilà, c'est un gros agenda politique qui couvre pas mal de thèmes. Alors, je vous parlais toutes les critiques d'ailleurs. Moi, je n'ai pas pris ce que vous disiez comme des critiques, j'ai pris des limites par rapport à ce qui peut se passer et qu'on identifie très très bien. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ma conclusion, c'est ça serait ça ma conclusion. C'est de dire, il y a des formes d'espoir, et il y en a une qui est le Green Deal au niveau européen, vous avez peut-être entendu parler. Bon, je vois une tête un peu sceptique, mais je pense que c'est quand même significatif. Le Green Deal, il est significatif à 2 points. C'est que, il pose le diagnostic de l'évolution de l'agriculture et du système alimentaire l'un avec l'autre. C'est-à-dire, et il identifie grosso modo les mêmes leviers politiques que ce que je vous propose. Donc, c'est une boussole qui, en effet, si on regarde ce qui se passe entre la présidence de la Commission européenne qui porte ce Green Deal et les directions générales de l'agriculture en particulier, je comprends qu'on puisse être sceptique, mais je pense que déjà intellectuellement que ça existe, c'est déjà une condition nécessaire. Et l'autre facteur que je vois comme, alors je ne sais pas si on peut dire comme positif,
Je suis aussi sceptique que vous, hein. Vous avez évoqué, ça fait 40 ans qu'on fait ça, moi je vous dis, ça fait 30 ans que je fais ça, je vois exactement les mêmes verrouillages socio-techniques que vous. En Bretagne, je pense que c'est particulièrement costaud, mais on peut aller dans les filières végétales, c'est à peu près pareil. Moi, ma source d'espoir, elle est double. Elle est qu'on se heurte effectivement dans les murs et qu'on commence à voir qu'il y a certains coins sur lesquels les mailles du filet sont en train de péter. Je pense que ce qui est en train de se passer autour de l'eau à Sainte-Soline et ailleurs en France, il faut continuer les alertes, et je sais peut-être qu'on pourra toujours continuer avec des cartes de CRS pour essayer d'occulter les problèmes écologiques. On peut peut-être se dire que dans 5 à 10 ans, on va se dire non, c'est plus ça la question. Donc c'est des crises écologiques qui rendent possible le fait de penser comme ça. Voilà. Et donc c'est ce mélange d'alerte, de lutte, et puis d'évolution des cadres de pensée. Moi je pense que c'est important de continuer de jouer, de jouer au niveau des cadres d'interprétation. Je reviens là-dessus, hein, si vous l'avez compris, avec IFA, on se bat quand même pas mal contre la méthanisation. Je pense que c'est très important de jouer au niveau des idées en lien avec des processus écologiques pour déjà cadrer les enjeux et les politiques publiques de manière propre. Si on n'a pas ça, en fait, je ne dis pas que c'est une condition suffisante, mais je dis que c'est une condition nécessaire pour pouvoir faire bouger les lignes. Voilà, je m'arrêterai là. La deuxième partie était beaucoup plus courte. Ouais. Mais je pense qu'elle n'a pas suscité moins de réactions et de questions. Elle aussi. Est-ce que tu peux peut-être viens devant au micro parce que... Non, okay. Alors, quiet please. Avec ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que tu as dit, c'est que les politiques socio-économiques sont absolument nécessaires autour, d'ailleurs notamment les politiques sociales, de plans de formation, de reconversion pour l'industrie agroalimentaire. Ensuite, la Bretagne, elle est très consciente du surdimensionnement des abattoirs, mais il faut savoir que historiquement, les abattoirs, c'était des abattoirs communaux, qui n'étaient pas à destination de rentabilité, mais à destination sanitaire, hein, uniquement, la qualité de l'abattage et le principe des règles sanitaires. En dernière instance, c'est aussi la politique de l'endettement, donc c'est les banques. Parce que si l'agriculture en est là, c'est aussi parce qu'il y a eu un endettement, une facilité d'endettement démesurée. C'est quand même les seules professions où on endette les jeunes à 25 ans à 100% de l'investissement. Hein. Voilà. Et donc, ce que tu disais, hein, c'est qu'on n'est pas du tout en système économique en loi d'échelle. Ça ne marche pas du tout pour l'agriculture parce que ça ne marche pas pour le vivant. Voilà. Les économies d'échelle, elles ne marchent pas au niveau du vivant. Voilà. Parce qu'il y a le soin, la connaissance des régulations des cycles biogéochimiques, et donc ça, c'est pas intégré dans la comptabilité, donc forcément, ça ne marche pas. Le risque, c'est d'abord. Moi, je voulais, alors, je ne sais pas si c'est une question, ça va peut-être finir par une question, mais je vais me saisir en fait d'une question, si vous voulez bien. En fait, dans le plaidoyer Stop Marée Verte, il y a 2 ans, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait produire moins et mieux, c'était la phrase culte, clé, produire moins et mieux. Et très vite, en réunion de confrontation avec le complexe agro-industriel, on s'est vu ramener dans la figure, non mais vous ne comprenez rien, en fait, le cheptel, il diminue déjà. Et donc vous êtes à côté de la plaque, parce que de toute façon, c'est déjà en cours. Et d'ailleurs, on va droit vers la céréalisation, donc circulaire, rien à voir. Et à ce moment-là, en fait, on a un peu précisé le positionnement d'Eau et Rivière en disant... Mais en fait, ce que l'on demande, c'est que le cheptel breton, l'élevage breton, diminue, produise moins. Et dans le mieux, on a précisé mieux de bovins lait prairie et moins de granivores hors sol, volailles, porcs. Et je me rends compte que quand on avait la chance d'avoir l'occasion de préciser ça, en fait, on se rapprochait du scénario TIFA. Et c'est pas une question, c'est
une réflexion et un partage, parce que je me dis que finalement, sans le savoir, sans avoir la connaissance précise du scénario TIFA, la façon dont on a repositionné notre message était assez juste, et du coup j'en profite pour le partager avec toute l'Assemblée Générale, pour que quand vous vous faites opposer cette réponse, parce que vous l'entendrez encore, eh ben vous remarquiez que finalement ça se rapproche de quelque chose qui a été vraiment pensé, calculé, et que oui, aujourd'hui, c'est surtout l'élevage bovin-lait qui est en train de s'effondrer. Tu as parlé du dernier statistique à Grèce, c'est une statistique qui fait 2010-2020, et on entend bruire énormément dans les campagnes, la crise du lait, la production de lait en Bretagne serait en train de s'effondrer, ce qui n'est pas une bonne nouvelle en effet, parce que moi je partage complètement l'idée que derrière c'est moins de prairies et que du coup ça va poser quand même beaucoup de problèmes. Oui, tout à fait. En fait, il y a la difficulté de ce qu'on reproche beaucoup dans le scénario TIFA, c'est les ruminants à cause du méthane. Voilà. Alors là, ça prendrait encore 1 heure, mais il faut que vous sachiez qu'en plus, il y a une manière de comptabiliser le méthane qui est très approximative et, pour le dire vite, assez fausse sur la compréhension des impacts du méthane. Parce que c'est un gaz à effet de serre à courte durée. Même, bon bref, j'ouvre cette porte, mais je la ferme tout de suite, parce que là, sinon, ça prendrait vraiment 1 heure. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, ce qu'on craint beaucoup, c'est le moins mais pire. Et c'est ce qui est un peu un de scénarios tendanciels. C'est-à-dire que t'es moins de vaches, mais que ces vaches, elles soient conduites de manière de plus en plus intensive, au nom du changement climatique, au nom de l'efficience carbone, etc. Donc on est complètement à l'inverse de ce qu'on propose, d'une répartition de la production qui soit effectivement plus extensive et plus herbagère. Derrière tout ça, il y a un problème scientifique qui est la métrique qui est promue, et je pense notamment à des métriques qui sont promues par l'ADEME, où plus un kilo de lait est produit sur beaucoup d'hectares, on va dire, relativement, plus c'est jugé comme problématique. Alors, le raisonnement qui est sous-jacent, c'est de dire, c'est la même critique qu'au bio, c'est de dire, si vous produisez du lait en mobilisant plus d'hectares, alors vous déforestez la forêt amazonienne. Mon raisonnement, c'est ça. Littéralement, c'est ça. Donc là, il y a quand même des problèmes Oui, non, ça peut... Donc là, il y a quand même des problèmes de métriques qui sont posés, où on ramène tout au kilo de lait produit par hectare, alors que ce qui compte, effectivement, c'est... Et là, il y aurait peut-être un exercice à faire, d'évaluation de la productivité de la ferme bretonne dans son ensemble et dans son espace, plutôt qu'une productivité par kilo qui conduit tout droit à ce que je vous ai raconté sur la morue. C'est-à-dire que si vous voulez optimiser votre kilo de morue par kilo de fioul, vous faites de la pêche industrielle et vous arrivez à un effondrement potentiel de la production. Non, les bases de données, moi je pense à Agribalise et toutes les ACV, je pense que... Oui, mais le cadre méthodologique, la contrainte méthodologique, pour moi, il vient de là. On pourra en discuter. Une autre question ou intervention? Oui. Vous avez bien fait, je pense, de poser le problème de la généralisation à l'ensemble du secteur des techniques moins intensives et reposant davantage finalement sur le travail. Mais je crois que ce serait intéressant quand même dans votre analyse d'étudier plus à fond les secteurs, enfin les portions plus exactement du secteur agricole qui fonctionnent déjà sur cette base à laquelle vous arrivez. Bon, je pense à l'appellation comté, et bon, j'ai vu il y a quelques années un exposé du directeur, et c'est très intéressant, ce directeur qui avait une bonne formation, il a expliqué qu'il s'était bagarré avec les producteurs pour les convaincre que leur stratégie, c'était de pratiquer la production à base d'herbe et de monter en gamme la qualité de leur fromage. Ça a été difficile, mais il y est arrivé. Et maintenant, je pense que c'est toujours vrai, la vente, la rémunération du lait dans le comté bat les records de France. Hein?
Bon, il y a quelques exemples comme ça aussi. Enfin, en Normandie, il y a la coopérative, voilà, Isigny. Il y a aussi une coopérative dans le Nord Finistère qui apparemment a complètement intégré cette évolution vers la qualité. Bon, voilà un exemple. Alors, est-ce que c'est une niche? Est-ce que c'est généralisable? Ça, c'était vraiment la question difficile. Il y a d'autres exemples aussi. C'est par exemple la reconversion dans la vallée des Aldudes pour le porc, hein, dans les Pyrénées. Alors ça, c'est quelque chose d'assez miraculeux. Maintenant, ils ont restauré une branche porc et ils vendent les jambons de porc qui sont mûris dans des espèces de fruitières pendant quelques années, et ça atteint des prix au kilo absolument faramineux. Je n'ai même plus les chiffres en tête. C'est un peu comme le porc espagnol de qualité. Bon, je dis ça parce qu'il me semble qu'au-delà de l'approche qu'a évoqué Pochon, mais là encore c'est un peu comme pour le bec à l'oeil, il faut voir un peu l'ensemble de la viabilité. Hein. Mais la grande difficulté, effectivement, c'est de voir quelles sont les zones du secteur agricole, voire les zones du territoire. Je pense à la périphérie des villes et aux marchés locaux. Qu'est-ce que ça représente comme potentiel pour avoir à la fois des pratiques agricoles vertueuses pour l'environnement, c'est quand même un peu l'objectif, je crois, d'eau et rivières, mais en même temps qu'il y ait la viabilité. Et qu'il y a la viabilité, ça veut dire qu'il faut que les gens trouvent une rémunération. Et la rémunération, en général, pour des produits, s'il y a des volumes qui ne sont pas considérables, eh bien, il faut monter en gamme et pratiquer le circuit direct. Et il y a une autre expérience qui est intéressante, là, qui mobilise l'action publique, c'est l'exemple de la gestion par la ville de Munich de son agriculture périurbaine. Et là, ils ont installé, je ne connais pas dans le détail, hein, mais je cite deux choses. D'abord, un achat par les collectivités publiques, par les cantines, etc., des produits. Et d'autre part, ils contrôlent assez sérieusement l'installation des nouveaux agriculteurs. Et à mon sens, si on ne passe pas par une gestion vertueuse de l'installation des nouveaux agriculteurs, en particulier pour ceux qui ont des projets alternatifs, si on ne passe pas par là, on n'arrivera pas à faire une reconversion assez rapide. Et je vous confirme en disant que la politique agricole commune, dans toute cette affaire, donne des très mauvais signaux, puisque c'est des signaux à l'envers. C'est un encourage à l'augmentation des dimensions. Faites un peu le calcul combien le président actuel de la FNSEA reçoit de subventions à l'hectare chaque année avant d'avoir travaillé. Je ne le dirai pas, mais je pourrais le dire. 500 € pour hectare. 700 hectares. Oui. On prend d'autres interventions. Alors, Jean-Yves et Maël. Je rejoins monsieur sur à peu près tout ce qu'il a dit, et les exemples qu'il a fait un peu partout en France et en Allemagne. Quand même, pas pour le compter. Parce que depuis qu'il y a eu cette transformation, je peux vous dire que les rivières, qui étaient parmi les plus belles rivières à truites et à ombre de France, le Doubs, le Dessoubre, et j'en oublie, elles sont quasiment mortes. Et c'est lié à une nouvelle évolution, justement, de la production au niveau du comté, qui est à l'origine, en grande partie, de la destruction de ces rivières, et c'est relativement récent. Ça date d'une vingtaine d'années. Je veux dire, ça c'était le temps que c'était les plus belles rivières à truites, même plus belles que nos plus belles rivières bretonnes. Tout le monde allait à la pêche là-bas. C'est une catastrophe. Alors, je ne parle pas de la sécheresse, parce qu'ils ont ça en plus, c'était avant les grandes sécheresses. Donc ces grandes rivières-là, en gros c'est le bassin du Doubs, elles sont quasiment mortes. On fera une journée technique sur le comté, avec dégustation. Maël. C'est pire que chez nous. Est-ce que tu peux venir devant parce que ta voix ne porte pas, Maël? Sur votre graphique, vous démontrez l'intérêt économique de passer de ferme un petit peu en taille réduite. Est-ce que vous avez travaillé la question du verrou de l'accès au foncier? C'est un petit peu votre question. Car
selon les régions d'ailleurs, la politique foncière n'est pas du tout la même. Et notamment en Bretagne, la priorité est plutôt à l'agrandissement. Donc c'est un petit peu compliqué. Oui, encore une question au fond. Et encore au fond là-bas. Ouais, c'est une question, est-ce que le scénario TIFA, vous l'avez décliné sur la Bretagne? Est-ce que vous avez pris la région comme cas d'étude en voyant ce que ça donnerait dans conditions? Alors je réponds à la dernière question parce que c'est la plus facile. En fait, on est en train de le faire parce que ce que je vous ai montré, c'est des chiffres qui résonnent à l'échelle moyenne et on voit bien les limites qu'il y a et donc on régionalise. Et donc on a régionalisé à l'échelle européenne, donc on a fait 21 régions, parce qu'au-delà ça devient compliqué. Alors il n'y a pas la Bretagne, mais il y a toutes les régions qui sont similaires à la Bretagne en Europe, donc en gros toutes les zones de la façade Atlantique Nord, ça va jusqu'à la Belgique, etc. Et on n'a pas, les résultats sont en cours de sortie. Donc la réponse c'est oui, on a pris cette problématique, mais pas la Bretagne en tant que telle. Vous viendrez présenter ce travail Alors, sur toutes les questions socio-économiques, moi je pense qu'il y a une difficulté qui est de passer d'une logique de niche à une généralisation. Et la généralisation change complètement les problématiques. Complètement. C'est-à-dire que, vous l'avez cité spontanément, le comté, on est sur une logique de niche qui se différencie d'un produit standard qui n'est pas vendu assez cher en réalité si on voulait intégrer tous les prix. Et en fait, on a toujours cette question du différentiel de prix entre un produit de qualité et du coup qui pose des problèmes sociaux très forts. C'est-à-dire que le jambon dont vous parlez, il est super, mais il coûte tellement cher qu'il ça pose quand même des questions sociales qui sont très très fortes. Donc là-dessus, les éléments de réponse qu'on a, c'est il est clair que l'alimentation qui est issue d'une agriculture comme ça coûte plus cher. Elle est plus intensive en emploi, elle coûte plus cher. Alors cela dit, si on fait les calculs avec les fermes danoises, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait besoin que ça coûte 3 à 4 fois plus cher pour couvrir des coûts de main-d'œuvre. En fait, non, des différentiels de prix. Alors, pareil, là, je vais être un petit peu prudent parce que c'est les premiers calculs que je fais. Mais si vous augmentez le prix du lait du 20 à 30% déjà par rapport à cet équilibre économique, vous changez la nature. Les fermes, là, même moyennes, qui sont déficitaires, deviennent juste un limite. Donc, faire bouger de 20 à 30% les prix des produits alimentaires sur du moyen terme, on n'est pas complètement déconnant là-dessus. Et le dernier élément de réponse par rapport au foncier, etc. Alors oui, le foncier, mais une fois qu'on a dit ça, c'est super dur de faire bouger le foncier. Donc, nous, l'hypothèse qu'on fait, c'est que c'est au niveau des normes de production qu'on peut jouer plus facilement que sur le foncier directement. C'est-à-dire que, je vous parlais du bien-être animal, ou si on parle des pesticides, etc., les normes sur les techniques rendent impossible le fait d'avoir les très grandes fermes dont on parle, puisque ces fermes, elles reposent sur des substitutions capital-travail ou sur l'usage d'intrants qui permet d'avoir ces fermes absolument gigantesques. Donc l'idée, ça serait plutôt de dire, mais ça se discute, hein, l'idée, ça serait plutôt de dire, si on a des normes sur le bien-être animal, sur les pesticides, qui rendent plus possible cette maîtrise de systèmes végétaux sur plusieurs centaines d'hectares par unité de main-d'œuvre, ou de plusieurs dizaines de milliers d'UGB par unité de main-d'œuvre, alors la restructuration, elle se fait de ce point de là. De la même manière que la technique a accompagné la concentration structurelle très très forte. Donc c'est ça l'approche qu'on propose. En tout cas, mais rentrer par des réformes agraires, là aujourd'hui, moi ça me paraît quand même un très 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 bon morceau. Alors, on a une autre intervention là-bas. Oui, je posais une question de la part de Christian Garnier, qui est parti. Je demandais comment est-ce qu'il ne faudrait pas inclure l'eau dans le modèle et dans l'alimentation. Alors, si, absolument. Pareil. C'est des choses auxquelles on réfléchit. Sur un plan général, alors, on l'a intégré d'une certaine manière dans la régionalisation en prenant en compte les différentes zones climatiques européennes. Et donc notamment en Europe, vous avez 3 grandes zones, c'est les projections climatiques. Vous avez les zones méditerranéennes qui vont prendre très très cher. Vous avez les zones médianes qui sont en fait dans les modélisations climatiques qui sont entre les deux mais qui vont prendre en compte des plus grandes variabilités. Et puis vous avez l'Europe du Nord en fait qui s'en sort bien avec le changement climatique, à la fois du point de vue des températures, du CO2, etc. Donc on l'a pris en compte comme ça, en essayant de voir quelles étaient l'évolution des productions. Maintenant, se dire quelle doit être la bonne gestion de l'eau, si vous pensez par exemple à l'irrigation, etc.,
Ce qu'on dit, c'est en gros, on n'a pas chiffré, mais on voit bien qu'il y a une philosophie technique qui, comme on n'a pas besoin de produire autant, baisse les besoins d'irrigation. Voilà, c'est plutôt un argumentaire général que très précis sur modélisation de la force. La situation dans laquelle on est, elle est étroitement liée au fait, par exemple, qu'en Ille-et-Vilaine, il y a 90% des rivières qui ont été passées à la pêche mécanique. C'est-à-dire qu'il y a eu une adaptation avec des moyens à la fois financiers, juridiques, on s'est attaqué à la propriété privée dans le cadre du remembrement, qui a permis le déploiement de cette structure agro-industrielle. Je ne parle plus d'agriculture, je parle de structure agro-industrielle. Et je veux dire, cette dimension-là, elle va être aussi nécessaire pour reconquérir de l'eau, tout simplement. Parce que l'eau, elle est produite par la pluie qui tombe, mais aussi par les sols et le paysage. Et donc il va bien falloir qu'on mette en place des moyens financiers, juridiques, pour reconstituer ce paysage, auquel l'agriculture, quelle qu'elle soit, devra se plier, s'intégrer dedans. Et si on attend que ce soit l'agriculture qui, parce qu'ils sont gentils et sympathiques et rémunérés, s'occupent de l'entretien des rivières, c'est un rêve. Je pense qu'on va droit dans le donc il faut inverser le truc. Et nous, à Eau et Rivière, on défend l'eau et les rivières. Et donc, le paysage qui va avec. Ok, est-ce qu'il y a d'autres interventions, des réactions, Régine? Moi, je peux venir. Oui, moi je voudrais revenir sur le problème des revenus des agriculteurs, parce que je suis toujours choquée quand on dit que les agriculteurs doivent faire leurs revenus à travers la vente de leurs produits, c'est-à-dire du prix de leurs produits. D'ailleurs, c'est leur slogan de dire « nous, on ne veut pas vivre de subventions, on veut vivre de notre travail, donc de la vente de, nos produits ». Moi, je suis désolée, moi j'étais fonctionnaire, je n'ai pas l'impression d'avoir été payée de subventions, mais de la rémunération de mon travail. Et donc, si on parle, si on lie le revenu des agriculteurs systématiquement au prix des produits, ça veut dire qu'il faut augmenter le prix des produits, on retombe sur les logiques de niche dont on a parlé tout à l'heure. Et on oublie complètement que le revenu peut être fait justement par des accompagnements, et en particulier la rémunération pour services écologiques rendus à la nation, aux voisins, enfin à tout le monde. Donc, moi je pense qu'il faut aussi défaire ce raisonnement qui consiste à dire il faut vendre plus cher, parce qu'on voit déjà qu'actuellement la bio souffre justement énormément du fait que les revenus ayant un petit peu baissé, en contrepartie, les produits bio sont devenus beaucoup trop chers pour la plupart des revenus. C'est ce que j'entends dans ma famille, c'est ce que j'entends un petit peu partout, c'est hors de prix. Alors après on peut discuter, ça dépend comment on mange, mais enfin bon bref. Donc reconnaître qu'une partie du revenu des agriculteurs devrait être fait de soutien de la nation et non pas de la vente aux consommateurs des produits de plus en plus chers pour qu'ils puissent en vivre, moi ça me choque un petit peu quand même. Oui, merci de rappeler ça. Je pense qu'on peut aussi rajouter, enfin tu as tout à fait raison, et d'autant que ce qu'il faut voir, c'est que si les prix des produits augmentent, en fait c'était la PAC d'avant 92, ça bénéficie à court terme aux exploitations qui produisent le plus. Donc il y a des effets leviers qui sont extrêmement forts. Donc c'est quelque chose à manipuler avec précaution. Ce qui m'amène à préciser, quand je disais le prix des produits augmente, je pense qu'il augmente structurellement du fait du changement de système technique. Mais il ne faut pas, en effet, commencer par augmenter les prix des produits. Et ce que tu dis pour les paiements pour services écosystémiques, et je suis tout à fait d'accord que ça va être, je pense, la base de la politique agricole commune, ça peut aussi se décliner dans l'aide alimentaire, sur les chèques, sur la sécurité sociale alimentaire. Donc, de toute manière, le système alimentaire, c'est une politique publique absolument essentielle, et c'est des milliards d'euros. Et ce qu'on évoquait sur la santé, là, ce que vous évoquiez, en fait, ça dégage des milliards d'euros qui sont absolument colossaux pour faire bouger le système. Donc, merci Régine de rappeler cette dimension. Monsieur. Comment ça coûte cher en fond de ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que l'alimentation biologique est plus chère. Non, il faut prendre en compte les coûts de la dépollution de ce qui a entraîné l'agriculture industrielle. Il faudrait quand même prendre ça en compte, et je pense qu'on serait assez surpris des résultats. Et je voudrais, il a été utilisé le mot niche, moi je n'aime pas ce mot-là,
est-ce que nos opposants de la FNSEA considèrent que les niches, c'est pour les chiens? N'utilisez pas ce mot-là, s'il vous plaît. Ah ben, je me suis mal fait comprendre, j'ai dit que précisément il fallait sortir de cette logique des niches. Oui, mais pourquoi utiliser le mot? Je veux bien dire un petit mot là, en tant que j'ai une délégation d'eau et rivière, je suis administrateur de l'interprofession bio. Donc je ne sais pas si certains ont participé ou sont au courant. Il y a donc 4 mois, vu la crise alimentaire générale, on a fait une conférence régionale pour réfléchir aux causes de la chute de consommation et à voir le retentissement sur la filière bio, essayer de la relancer. Donc dans ce qui est dit, moi je vais vous donner quand même, c'est pour ça que je me permets d'intervenir, les données réelles. Actuellement, il y a une chute de chiffre d'affaires de la consommation alimentaire qui est d'environ 15%, toutes filières confondues, conventionnelles et bio, qui est apparue quand? À la sortie du deuxième confinement, en 2021. Paupérisation de la population. On est passé à plus de 20% de personnes pauvres, au-dessous du seuil de pauvreté en France, quelque chose qui est scandaleux pour la, je ne sais plus combien on est, 5 ou 6e puissance du monde. Entre 1/5 et 1/4 des enfants qui vivent en France aujourd'hui sont élevés dans des familles qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. C'est un énorme scandale. Je vais me permettre, M. Macron, c'est pas seulement le président de la violence, de l'autorité et des riches, c'est aussi le président des inégalités et de la pauvreté. Voilà, parenthèse retraite, 64 ans, politique, désolé. Donc je continue. Effectivement, c'est général. Et qui est-ce qui s'est effondré en premier? La grande distribution. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont pris comme sanction? Ils déréférencient le bio. Allez voir dans les grandes surfaces, je l'ai fait moi-même. Ils déréférencient le bio parce que c'était une niche, jusqu'à 80% de marge sur le bio, parce qu'ils ont une clientèle comme ça. Et ils mettent à la place ce qu'a fabriqué le ministère, le HVE, qui n'est pas du tout équivalent. Passons. Donc voilà ce qui est fait. Effectivement, même baisse dans la grande distribution spécialisée, confère problème Biocoop. Par contre, le discount bio, Lidl, 2022, 4% de chiffre d'affaires en plus. Donc, les classes moyennes qui veulent consommer du bio, ils ont comparé les prix. Chez Lidl, c'est moins cher, ils vont chez Lidl. Alors, il vient de loin, machin, on sait comment c'est produit. Par contre, et ça, il faut vraiment le dire quand même, pour ça que je me permets d'intervenir, tous les producteurs qui transforment, qui ont des magasins à la ferme, qui vont dans les magasins de producteurs, brin d'herbe chez nous, qui vont sur les marchés de plein air, eux, c'est stabilisé. Il y avait eu 10 ou 15% de plus pendant le Covid, le premier confinement. Là, ils sont tranquilles. Tous me disent 3 à 4% de consommation en plus, de progression. Les gens sont restés chez eux et les prix sont beaucoup plus bas. D'ailleurs, UFC Que Choisir vient de publier, c'est le dernier numéro, il me semble, si j'ai bien le souvenir quand je l'ai reçu. Ils ont fait la comparaison entre un panier conventionnel, ou leur panier, alors j'ai pas le détail, qui tourne autour de 50 € de alimentaire, conventionnel et bio. Eh bien, en circuit court, de mémoire, 48 € pour un panier conventionnel, 51 ou 52 € pour le panier bio. Donc, il faut vraiment affirmer que c'est largement médiatisé et utilisé contre le secteur bio. Non, le bio n'est pas absolument cher et n'est pas absolument que pour les bobos. Il y a des moyens d'en avoir assez accessible, en tout cas en circuit court. Voilà. Merci Jean-François. Ce qui n'enlève pas la justesse de votre propos quand même, parce qu'évidemment, la réintroduction des coûts cachés du conventionnel nous ferait une autre lecture. On arrive au terme de cette discussion. On va prendre une dernière question en breton, s'il te plaît, Jean-Paul. J'ai des gens qui disaient qu'en mangeant conventionnel, on paye 4 fois la nourriture. On paye dans l'achète, on paye la PAC, on paye pour se soigner et on paye de la dépollution. 4 fois. C'est une bonne conclusion. Je ne sais pas si ça t'aidera à ce qu'on vient de dire, c'est qu'on paiera quand même la PAC aussi, mais ce sera pas grave, on saura au moins pourquoi. On aura le plaisir de la payer. Merci beaucoup. Ça a été vraiment... je le dis d'autant plus
sincérité que je trouve le contenu exactement au cœur des discussions que l'on a en permanence à tous les bouts de la rivière. Donc c'est vraiment un apport de réflexion qui fait comment dire, avancer la façon de travailler collectivement, puisque on repartira tous avec ces éléments de pensée et on sera plus fort pour lutter contre les idées convenues, les mots balancés comme ça à l'emporte-pièce.